Mon patron a publiquement plaisanté sur le fait que je n'avais mon poste que grâce à mes jambes. La pièce a explosé d'un rire cruel, certains collègues hochant même la tête en signe d'approbation. Je n'ai pas répondu. J'ai fait glisser un dossier impeccable sur la table. À l'intérieur, mon nouveau contrat avec sa société rivale et des photos qui pourraient le détruire. Le logo a crispé sa mâchoire. Des collègues se sont précipités pour me féliciter. Il a ouvert le dossier, a pâli, et la pièce était à moi. L'humiliation n'est pas arrivée avec un cri, mais avec un rire. Un instant, je naviguais dans la pièce bondée, et l'instant d'après, mon talon s'est pris dans le bord du tapis, me faisant trébucher sans grâce sur le plateau d'un serveur. Le cliquetis aigu des couverts a fait taire le quatuor de jazz. Et puis est venue la voix d'Antoine, douce comme du poison. Doucement, Élise. On sait que tu essaies de faire impression, mais laissons les acrobaties aux professionnels. Quelques gloussements sycophantiques ont parcouru la foule. Il n'avait pas fini. Il savourait le moment, ses yeux balayant ma silhouette décontenancée. Soyons honnêtes, tu n'es sur cette liste que pour la vue depuis l'arrière de ce bureau. Il faut bien quelqu'un pour embellir nos réunions avec les clients. La fête annuelle de Lefebvre Industries a continué autour de moi, les conversations reprenant avec une détermination maladroite, mais je suis resté figé dans cet instant. 3 ans d'excellence. 3 ans à arriver à 6 heures du matin et à partir à minuit. 3 ans à regarder mon travail être revendiqué par d'autres. Le tout réduit à une évaluation grossière de mon anatomie. Profitez de votre soirée, monsieur Lefebvre, ai-je réussi à dire, ma voix stable malgré la brûlure dans ma poitrine. Je me suis éloigné avec la dignité qui me restait, le laissant là avec ce sourire satisfait que j'allais plus tard effacer de son visage d'une manière qu'il ne pourrait jamais imaginer. Mais c'était il y a 3 mois. Ce matin, j'étais assise à mon bureau à 5h45, rejoint encore ce moment tout en préparant une autre présentation qu'Antoine s'approprierait. L'analyse de la fusion du Bois-Martin s'étalait sur mon écran, 40 pages de modélisation financière qui ferait économiser 13 millions d'euros à Lefebvre Industries sur 5 ans. Mon nom n'apparaissait nulle part sur le document. D'ici la réunion du conseil d'administration de demain, ce serait un autre trophée dans la collection de génie volé d'Antoine. Pierre, l'agent de sécurité, a frappé à la paroi de mon box avec sa salutation matinale habituelle. Mademoiselle Moreau, vous allez vous épuiser. Même les machines ont besoin de repos. Il disait des variations de cette phrase depuis 3 ans, une préoccupation sincère plissant son visage buriné. Ce que Pierre ne comprenait pas, c'est que les machines n'avaient pas de mère qui nettoyait des immeubles de bureaux la nuit pour financer les études de leur fille à l'école polytechnique. Les machines n'avaient pas de prêts étudiants qui consommaient la moitié de leur salaire. Les machines n'avaient pas à prouver qu'elles étaient plus que des statistiques sur la diversité dans les rapports d'entreprise. La réunion du matin est arrivée avec ses habituels rejets désinvoltes. J'ai présenté une stratégie de réduction des coûts pour nos contrats fournisseurs, 6 semaines d'analyse condensée en 15 minutes de précision. Quand j'ai terminé, Vincent, le directeur financier, s'est tourné vers Michel des achats. Quelle est ton opinion sur cette approche, Michel ? Michel, qui avait consulté les scores sportifs pendant ma présentation, s'est soudainement animé. Eh bien, il faudrait vraiment analyser les chiffres, mais conceptuellement, ça pourrait marcher. Les chiffres que je venais de passer 15 minutes à expliquer, les contrats que j'avais personnellement renégociés, les 1,8 million d'euros d'économies annuelles que j'avais identifiés grâce à des algorithmes que j'avais développés le week-end pendant que Michel jouait au golf avec Antoine. Juliette des ressources humaines m'a lancé ce sourire compatissant que j'avais appris à mépriser. Plus tard, elle m'accosterait pour que je rejoigne le comité d'initiative des femmes, l'équivalent professionnel de l'exil, où les employés planifient des ateliers sur la diversité au lieu de fusion. Mon diplôme de l'école polytechnique en ingénierie financière, mes modèles d'évaluation des risques qui généraient des millions de revenus, ma surperformance constante sur chaque indicateur, tout cela était sans importance comparé à ma capacité à représenter mon genre dans les supports promotionnels. Le déjeuner a apporté la conversation la plus difficile. Ma mère a appelé, sa voix éclatante d'un optimisme fabriqué. Des nouvelles de cette promotion, ma chérie ? 2 ans. 2 ans à être la prochaine sur la liste, tout en regardant des hommes avec la moitié de mon expérience me sauter par-dessus pour atterrir dans des bureaux d'angle. J'y travaille encore, maman. Ces choses prennent du temps. Tu travailles si dur, a-t-elle dit. Et j'ai entendu la question tacite, pourquoi le travail acharné ne suffisait-il pas ? Elle avait tout sacrifié, croyant que l'éducation serait le grand égalisateur, que le génie de sa fille surmonterait n'importe quel obstacle.
Comment pouvais-je lui dire que mon excellence était devenue une ressource à exploiter par d'autres? Que chaque innovation que je créais serait présentée au conseil par quelqu'un qui ne pouvait même pas prononcer correctement le mot « amortissement ». Le texto de ma sœur est arrivé quelques minutes plus tard. J'ai du mal avec mon évaluation de performance. Comment restes-tu si confiante? Tu es mon inspiration. Mon inspiration? Si seulement elle savait que sa grande sœur à succès avait trouvé ses documents de promotion rejetés dans la poubelle de recyclage, la tache de café d'Antoine obscurcissant la partie où mon superviseur direct m'avait recommandé. Si elle connaissait les séances de pleurs dans le garage, les anxiolytiques cachés dans le tiroir de mon bureau, les lettres de démission que je rédigeais mais n'envoyais jamais. L'après-midi a accumulé ses indignités habituelles. Thomas m'a demandé de lui expliquer mon modèle d'évaluation des risques pour la 4e fois avant de le présenter au client comme son innovation. Sophie a suggéré que je souris davantage en réunion. Julien s'est demandé si j'avais vraiment besoin d'assister à la session de stratégie, puisque quelqu'un devait rester pour s'occuper des téléphones. À 21h, le bureau s'était vidé, à l'exception de moi et des fantômes des ambitions que j'avais apportées à travers ces portes il y a 3 ans. Je mettais en forme un autre rapport qui porterait le nom d'Antoine quand j'ai senti quelqu'un derrière moi. Albert Lefebvre se tenait à l'entrée de mon box, le fondateur de l'entreprise, dont les apparitions à notre étage étaient aussi rares que la reconnaissance de mon travail. Ses yeux se sont déplacés délibérément sur mon bureau, s'attardant sur le tiroir que j'avais laissé légèrement ouvert, où mes récompenses cachées gisaient comme des preuves archéologiques d'une carrière enterrée. Vous travaillez encore tard, mademoiselle Moreau. Pas une question, mais une observation qui semblait avoir du poids. Je finis juste l'analyse trimestrielle, monsieur Lefebvre. Il s'est approché, sortant une de mes récompenses cachées avec un soin délibéré. Intéressant comme l'excellence peut être si invisible, a-t-il dit, étudiant le prix comme s'il était la preuve de quelque chose de plus grand. Dites-moi, savez-vous ce qui distingue les personnes qui réussissent vraiment de celles qui travaillent simplement dur? Je ne suis pas sûr de vous suivre. Parfois, dit-il en replaçant la récompense avec précision, les meilleurs joueurs sont ceux qui semblent ne pas jouer du tout. Ceux qui comprennent que le jeu a des niveaux dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Il s'est retourné pour partir, puis s'est arrêté à l'entrée du box. Votre analyse de la fusion du Bois-Martin était exceptionnelle, au fait. La vraie, pas la version massacrée qui sera présentée demain. Avant que je puisse répondre, il a disparu dans l'ascenseur, ne laissant que des questions et le sentiment troublant que je venais d'être évalué pour quelque chose qui dépassait ma compréhension. Je me suis rassise sur ma chaise, fixant le rapport sur mon écran. Demain, Antoine présenterait mon travail au conseil. Il louerait sa perspicacité pendant que je serais assise au fond, invisible comme toujours, ajoutant une autre idée volée à mon catalogue mental d'injustice professionnelle. Mais ce soir était différent. Albert Lefebvre savait. Il avait vu à travers la mascarade, reconnu le vol, compris l'effacement systématique de mes contributions. Ces paroles énigmatiques sur les joueurs, les jeux et les niveaux cachés résonnaient dans mon esprit. Pendant 3 ans, j'avais joué selon des règles conçues pour mon échec. J'avais accepté que mon rôle était de générer de l'excellence que d'autres s'approprieraient, d'être le moteur invisible d'un succès visible. L'humiliation de la fête avait été la démonstration la plus publique de ma véritable position chez Lefebvre Industries, non pas une professionnelle respectée, mais une décoration avec une capacité commode à produire des stratégies rentables. Peut-être était-il temps d'apprendre un jeu entièrement différent. Un jeu où l'humiliation devenait un carburant. Où l'invisibilité devenait un avantage. Où 3 ans de travail volé pouvaient être transformés en quelque chose de bien plus précieux que la reconnaissance. Le curseur clignotait sur mon écran, attendant que le vol de demain soit accompli, mais mon esprit était déjà ailleurs, envisageant des possibilités que je ne m'étais jamais autorisé à imaginer. Le curseur clignotait toujours sur mon écran, mais mes doigts avaient cessé de bouger. Les mots d'Albert Lefebvre persistaient dans le bureau vide comme la fumée d'un feu que je ne pouvais pas encore voir. J'ai sauvegardé le rapport, fermé mon ordinateur portable et rassemblé mes affaires avec une précision mécanique. Demain viendrait avec ses vols et ses rejets habituels, mais ce soir, quelque chose avait changé dans la géographie de ma compréhension. 3 jours plus tard, la fête annuelle de l'entreprise est arrivée avec toute la festivité forcée d'une célébration obligatoire. Je me tenais devant le miroir de ma chambre à 18h, tenant 2 robes, la noire qui murmurait l'autorité et la bleue marine qui suggérait l'accessibilité. La bleue marine. Professionnelle mais pas sévère, élégante sans en faire trop l'équilibre que les femmes chez Lefebvre Industries devaient trouver quotidiennement.
Sauf que ce soir, les enjeux semblaient plus élevés, bien que je ne puisse pas expliquer pourquoi. La grande salle de bal de l'hôtel Georges V transformait nos batailles professionnelles quotidiennes en quelque chose de faussement civilisé. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des conversations qui détermineraient les promotions, les primes et les licenciements de l'année suivante. Le quatuor de jazz jouait du Cole Porter tandis que les cadres exécutaient leur pantomime annuelle d'accessibilité, prétendant que la hiérarchie qui nous écrasait du lundi au vendredi pouvait être suspendue pour une soirée de réjouissance sponsorisée. Je suis arrivé à une heure convenable ni assez tôt pour paraître désespéré, ni assez tard pour être remarqué. Le barman, une jeune femme aux yeux perspicaces, m'a servi mon eau pétillante sans jugement. J'avais appris que l'alcool lors des événements d'entreprise était un luxe réservé à ceux dont les erreurs ne seraient pas cataloguées et utilisées comme des armes. Élise. Juliette des ressources humaines s'est matérialisée à côté de moi, son sourire éclatant de vin et d'une chaleur sincère. Tu es ravissante. Cette robe est nouvelle? Elle a 3 ans, ai-je admis, bien que je l'ai fait retoucher le mois dernier quand ma perte de poids due au stress faisait que tout tombait mal. Juliette s'est penchée, baissant la voix. Vincent a posé des questions sur ta proposition de réduction des coûts. Je pense qu'il commence enfin à voir ce que tu apportes. Faux espoir. Je le reconnaissais comme un vieil ami qui ne rendait visite qu'avant les déceptions. Mais j'ai souri, j'ai joué le jeu, je l'ai laissé croire que le mérite pourrait enfin compter. La pièce s'est remplie de visages familiers arborant des expressions inconnues. Thomas de la comptabilité a réellement reconnu mon existence. Sophie du marketing a complimenté mes compétences en présentation. Même les membres du conseil d'administration, habituellement aussi accessibles que des sculptures de musée, semblaient me remarquer là, existante, contribuant à la diversité soigneusement entretenue du rassemblement. Albert Lefebvre occupait son coin habituel, un verre de ce qui ressemblait à du scotch intact dans sa main. Il a croisé mon regard une fois, a hoché la tête de manière presque imperceptible, puis est retourné à son poste d'observation. Quelque chose dans sa présence semblait différent ce soir, moins passif, plus anticipatif. J'ai navigué à travers des groupes de conversation, discutant des projections trimestrielles avec des clients, défendant mon analyse de fusion auprès d'investisseurs sceptiques, prétendant que mes idées ne seraient pas attribuées à quelqu'un d'autre d'ici lundi matin. La robe bleu marine bougeait parfaitement, une armure professionnelle qui me donnait l'impression, pendant ces quelques heures, d'appartenir à ces salles où des décisions de millions d'euros étaient prises entre les plats. Le trébuchement s'est produit à 21h17. Je connais l'heure exacte car la grande horloge dans le coin venait de finir de sonner. Mon talon, un escarpin raisonnable de 5 cm, rien de provoquant, s'est coincé là où le tapis rencontrait le seuil en marbre. Pas même une chute complète, juste une légère inclinaison vers l'avant qui m'a fait chercher la surface la plus proche pour me stabiliser, qui se trouvait être le plateau d'un serveur. Le fracas des couverts contre le marbre a créé un silence qui s'est propagé comme une pierre jetée dans une eau calme. Le quatuor de jazz s'est arrêté en bégayant. Les conversations se sont tues en plein milieu d'une phrase. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi, figés dans ce moment disgracieux entre la position debout et la chute. Le rire d'Antoine est venu en premier, riche de la satisfaction de découvrir une munition inattendue. Il se tenait près du bar, son costume italien impeccable, son expression se transformant de la surprise à une joie prédatrice. Doucement, Élise. Sa voix a traversé la pièce silencieuse avec une projection étudiée. On sait que tu essaies de faire impression, mais laissons les acrobaties aux professionnels. Les gloussements sycophantiques ont commencé avec son cercle rapproché, Benoît, Thomas, les cadres supérieurs qui comprenaient que leur avancement de carrière dépendait de leur capacité à rire des blagues du président-directeur général, surtout les plus cruelles. Mais Antoine n'avait pas terminé. Il s'est avancé, réduisant la distance comme un chasseur approchant une proie blessée. Bien que je suppose que la coordination n'est pas vraiment ce pourquoi nous t'avons engagé, n'est-ce pas? Il a fait une pause, laissant l'insinuation s'installer dans la pièce comme de la cendre. Ses yeux m'ont balayé avec une évaluation théâtrale. Soyons honnêtes, tu n'es sur cette liste que pour la vue depuis l'arrière de ce bureau. Il faut bien quelqu'un pour embellir nos réunions avec les clients. Les mots ont atterri avec précision, chacun calculé pour réduire 3 ans d'excellence à une évaluation grossière de mon corps. Le rire qui a suivi n'était pas universel. J'ai vu le visage de Juliette perdre sa couleur, j'ai regardé l'expression d'Albert Lefebvre se crisper de manière presque imperceptible, j'ai remarqué plusieurs jeunes employés détourner le regard, mal à l'aise. Mais assez de gens ont ri assez pour montrer clairement où se trouvait le pouvoir. L'humiliation était un divertissement acceptable.
Je suis resté parfaitement immobile, la colonne vertébrale droite malgré le tremblement de mes mains. Chaque instinct hurlait de courir, de pleurer, de lui jeter le reste du champagne à son visage suffisant. Au lieu de cela, j'ai convoqué chaque leçon que ma mère m'avait enseignée sur la dignité face à la cruauté. Profitez de votre soirée, monsieur Lefebvre, ai-je dit, ma voix portant une fermeté que je ne ressentais pas. Je me suis retourné et j'ai marché à travers la foule silencieuse, mes talons claquant contre le marbre avec une précision métronomique. Derrière moi, j'ai entendu Antoine faire une autre blague sur les pratiques d'embauche, surfant sur la vague de sa cruauté publique. Le quatuor de jazz a repris, les conversations ont redémarré avec une gaieté forcée, et la fête a continué sa mascarade de civilisation. Dans ma vision périphérique, j'ai vu Marc Dubois lever son téléphone, ajustant son angle avec une précision subtile. À ce moment-là, je pensais qu'il était juste un autre collègue documentant mon humiliation pour les commérages de bureau de demain. Je n'apprendrai que plus tard qu'il avait tout capturé, chaque mot, chaque rire, chaque sourire complice, et que Louis Renaud regarderait cet enregistrement au petit déjeuner, y voyant non seulement mon humiliation, mais une opportunité. Le trajet jusqu'au parking s'est étiré comme un cortège funèbre. Mon téléphone vibrait de messages que je ne pouvais supporter de lire. Le voiturier a récupéré ma voiture avec une gentillesse exagérée, du type réservé aux personnes qui ont été publiquement détruites. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique, mon esprit rejoint la scène avec une précision obsessionnelle, cataloguant chaque visage qui avait ri, chaque collègue qui était resté silencieux, chaque supposé allié qui avait choisi la survie politique plutôt que la décence élémentaire. Mais au moment où je suis arrivé à mon complexe d'appartement, quelque chose s'était cristallisé dans ma poitrine. Plus dur que la colère, plus froid que la blessure. Je ne démissionnerai pas. Je ne pleurerai pas. Je ne donnerai pas à Antoine la satisfaction de briser ce qu'il essayait de réduire. Au lieu de cela, assise dans ma voiture avec le moteur qui refroidissait et le poids de l'humiliation pressant encore contre mes côtes, j'ai fait un choix différent. Je documenterai tout. Je construirai quelque chose d'indéniable. Je transformerai ce moment de ma destruction en la sienne. La porte de mon appartement s'est refermée derrière moi avec une finalité qui a résonné dans les pièces vides. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir, j'ai enlevé les talons qui m'avaient trahi, et je suis resté dans ma cuisine, portant une robe qui ressemblait maintenant à la preuve d'un crime. Le réfrigérateur bourdonnait. L'horloge faisait tic-tac. Des sons normaux dans un monde qui avait basculé hors de son axe 40 minutes plus tôt. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni la suivante. Lundi matin, j'avais perfectionné l'art de paraître intact. Le fond de teint couvrait les cernes, le café stabilisait mes mains, et je suis entré chez Lefebvre Industries à 6h15, portant une armure déguisée en tailleur-pantalon anthracite. Pierre n'était pas à son poste habituel. Le gardien remplaçant, un jeune qui ne connaissait pas mon nom, m'a fait entrer sans la salutation familière. Même cette petite absence ressemblait à une autre perte dans un week-end de règlement de compte. Le bureau respirait différemment autour de moi maintenant. Les conversations s'arrêtaient brusquement quand j'approchais de la machine à café. Les regards se détournaient des miens dans l'ascenseur. J'étais devenu quelque chose de gênant, pas tout à fait une victime, pas tout à fait une collègue, mais un rappel ambulant que Lefebvre Industries avait montré son vrai visage dans la salle de bal de l'hôtel Georges V. Mon ordinateur a démarré avec sa gaieté professionnelle habituelle, affichant 17 courriels envoyés pendant le week-end. 12 étaient des variations de « je pense à toi » de collègues qui avaient ri à la blague d'Antoine, 4 étaient des demandes de réunion que je savais seraient mystérieusement annulées. Un venait de ma sœur demandant comment s'était passée la fête. Je les ai tous supprimés et j'ai ouvert à la place le dossier de la fusion Dubois-Martin. Mon nom n'apparaissait nulle part sur les documents, mais mes empreintes étaient partout, dans les algorithmes de risque, le calendrier d'intégration, les projections de personnel qui détermineraient si 200 personnes garderaient leur emploi. Demain, Antoine présenterait cela au conseil comme sa vision. Aujourd'hui, j'ai photographié chaque page avec mon téléphone personnel, créant des horodatages qui prouvaient ce que tout le monde savait déjà mais que personne ne reconnaîtrait. Élise. La voix d'Antoine derrière moi portait la satisfaction d'un chat qui a acculé une souris. Heureux de voir que tu ne laisses pas le petit incident de vendredi affecter tes performances. Petit incident. Je me suis retourné lentement, le regardant dans les yeux avec une expression que j'avais répétée devant mon miroir de salle de bain. Bien sûr que non, monsieur Lefebvre. Je comprends comment ces situations sociales peuvent devenir animées. Son sourire s'est élargi face à ma soumission apparente. Bien.
Nous mettons en place une formation sur la sensibilité le trimestre prochain. L'idée des ressources humaines, pas la mienne, mais je suppose que ça ne peut pas faire de mal de rappeler aux gens le comportement approprié au travail. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. L'homme qui m'avait réduite à des parties de mon corps devant toute l'entreprise s'inquiétait de la sensibilité. Cela semble très progressiste, ai-je réussi à dire. Il s'est appuyé contre la paroi de mon box, trop près, son eau de Cologne agressive dans le petit espace. Tu sais, Élise, tu pourrais avoir un véritable avenir ici si tu apprenais à prendre les choses moins personnellement. Tout n'est pas une question de genre. Bien sûr que non, ai-je convenu, documentant sa proximité avec ma vision périphérique, l'ajoutant au catalogue de violations que je construisais pour des raisons que je ne pouvais pas encore articuler. Il est parti avec l'assurance de quelqu'un qui a gagné une bataille que je ne savais pas que nous menions. Je suis retourné à mon écran, mais mes mains avaient commencé à trembler. Pas de peur ou de douleur, mais de quelque chose de plus vif, de plus dangereux. La rage, peut-être, ou la naissance de quelque chose qui finirait par nous consumer tous les deux. Mardi est arrivé avec une théâtralité inattendue. À 14 heures, la sécurité m'a appelé à l'accueil. Un coursier attendait là, non pas le livreur habituel et froissé, mais quelqu'un dans un costume qui coûtait plus que mon loyer mensuel. L'enveloppe qu'il m'a tendue était lourde, de couleur crème, mon nom écrit à l'encre de stylo plume. J'ai signé le reçu avec des mains qui restaient fermes par pure volonté, puis je l'ai emporté aux toilettes avant de l'ouvrir. L'intimité semblait essentielle pour quelque chose qui arrivait avec une telle cérémonie. L'en-tête de la lettre portait l'inscription « Renault Corporation » en relief doré discret. En dessous, d'une écriture qui parlait d'éducation coûteuse et de considération attentive, « Mademoiselle Moreau, vos talents sont gaspillés pour ceux qui ne peuvent pas les voir. » Nous voyons clair. Le paragraphe suivant décrivait une offre qui m'a fait m'asseoir sur le couvercle fermé des toilettes. Vice-présidente principale du développement stratégique, un salaire qui doublait mes revenus actuels, une attribution immédiate de part, une prime à la signature qui effacerait mes prêts étudiants comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais c'est le post-scriptum qui m'a coupé le souffle. La stratégie de la fusion Dubois-Martin était brillante. Je sais qu'elle était de vous, pas de lui. Nous valorisons les créateurs, pas les voleurs. Quelqu'un avait observé. Quelqu'un avec du pouvoir, des ressources, avec la capacité de voir à travers les façades soignées de Lefebvre Industries. La signature disait simplement « Elle ». Renault. Mais je connaissais ce nom. Tout le monde dans notre secteur le connaissait. Ce soir-là, j'ai abandonné le sommeil pour la recherche. L'écran de mon ordinateur portable brillait dans mon appartement sombre alors que je plongeais dans les archives d'entreprise, les bases de données de journaux, les dossiers judiciaires qui peignaient un tableau que je n'avais jamais imaginé. Louis Renault et Antoine Lefebvre étaient demi-frères. Le lien était enfoui dans de vieilles pages mondaines, mentionnées brièvement dans une nécrologie datant de 15 ans. Leurs parents, la mère d'Antoine et le père de Louis, étaient morts dans un accident de voiture sur l'autoroute de la Côte d'Azur. Le testament, contesté mais finalement confirmé, laissait tout à Antoine en tant qu'héritier biologique. Louis n'a rien reçu, sauf la montre de son père et toute la fureur qui s'accumule chez un jeune de 19 ans forcé de regarder son demi-frère hériter d'un empire. Les chemins parallèles qui ont suivi se lisaient comme un Caïn et Abel moderne. Antoine a pris la tête de Lefebvre Industries, surfant sur 40 ans de succès établis. Louis a bâti Renault Corporation à partir de rien, chaque acquisition et fusion étant un écho délibéré du portefeuille de Lefebvre Industries, chaque succès une flèche soigneusement dirigée contre l'héritage de son demi-frère. Maintenant, Louis m'offrait un rôle dans cette querelle biblique. Pas seulement un emploi, mais une arme. Les implications éthiques auraient dû me faire fermer l'ordinateur portable immédiatement. Au lieu de cela, j'ai pensé au rire d'Antoine. À la complicité du conseil. À 3 ans d'excellence effacée par une évaluation grossière de mon corps. J'ai rédigé ma réponse 6 fois avant de me décider pour une neutralité prudente. Monsieur Renault, votre offre mérite une considération approfondie. J'ai plusieurs projets à terminer chez Lefebvre Industries. Puis-je avoir 3 semaines pour assurer une transition en douceur? Cordialement, Élise Moreau. Ce que je voulais dire était, j'ai besoin de temps pour comprendre la situation dans son ensemble, pour identifier d'autres personnes qui pourraient partager ma situation, pour m'assurer que lorsque je quitterai Lefebvre Industries, j'emporterai plus que mes effets personnels. Mercredi matin est arrivé avec Antoine présentant mon travail au conseil pendant que j'étais assise au fond, invisible comme toujours, mais plus passive.
J'ai photographié toute sa présentation avec mon téléphone caché sur mes genoux, documentant le vol en temps réel. Autour de moi, d'autres employés prenaient des notes, posaient des questions, jouaient leur rôle dans le théâtre de l'entreprise. Mais j'avais fini de jouer. L'offre de Renault Corporation reposait dans mon appartement comme une arme chargée, attendant que je décide de la viser ou de m'en aller. Le choix intelligent serait d'accepter immédiatement, de m'échapper de Lefebvre Industries avec ma dignité quelque peu intacte. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire une liste de noms. Des personnes qui pourraient comprendre ce que cela signifiait d'être brillant et effacé. Des personnes qui étaient à cette fête, qui avaient vu mon humiliation et ressenti autre chose que de l'amusement. Des personnes qui attendaient peut-être, comme moi, leur moment pour cesser d'être invisibles. Demain, je commencerai à avoir des conversations prudentes. Des déjeuners discrets avec Juliette des ressources humaines. Un café avec Marc Dubois, dont l'expression pendant mon humiliation avait été indéchiffrable mais dont le téléphone avait été positionné avec une précision suspecte. Même Daniel de la comptabilité, qui avait envoyé ce simple texto, c'était mal. La révolution ne commencerait pas en acceptant l'offre de Louis Renault. Elle commencerait en comprenant que je n'étais pas seul dans cette prison soigneusement décorée, que d'autres pourraient aussi être prêts à cesser de prétendre que l'excellence pouvait surmonter l'exploitation. Mon téléphone a vibré avec un autre message de ma sœur demandant des conseils de carrière. J'ai commencé à taper une réponse, puis je me suis arrêté. Quelle sagesse pouvais-je offrir? Que le travail acharné ne signifiait rien si vous aviez le mauvais corps? Que le génie pouvait être volé aussi facilement que l'on respire? Au lieu de cela, j'ai écrit, je construis quelque chose d'important. On s'appelle bientôt. Parce que je construisais quelque chose, pas seulement un dossier pour partir ou un pont vers Renault Corporation, mais quelque chose de plus grand, quelque chose qui garantirait que personne d'autre ne se tiendrait dans une salle de bal, réduit à son anatomie, pendant que son travail sortirait par la porte avec le nom de quelqu'un d'autre attaché. L'offre de Renault était un début, pas une fin, et j'avais 3 semaines pour la transformer en quelque chose que Antoine Lefebvre ne verrait jamais venir. L'offre de Renault Corporation reposait dans le tiroir verrouillé de mon bureau comme une horloge à retardement, mais je n'étais pas encore prête à appuyer sur cette gâchette. Pas avant d'avoir compris toute l'étendue de ce que je quittais ou peut-être, de ce que je pouvais démanteler en partant. Jeudi matin est arrivé, gris et brumeux, assorti à l'atmosphère à l'intérieur de Lefebvre Industries. J'avais commencé à arriver encore plus tôt, 5h45 maintenant, utilisant les heures calmes pour fouiller dans les lecteurs partagés et les anciens dossiers de projet, construisant ma compréhension de schéma que j'avais été trop naïf pour voir auparavant. Marc Dubois est apparu à mon box à 7h, tenant une pile de ce qui ressemblait à des rapports trimestriels. Son apparence était si banale, taille moyenne, coupe de cheveux générique, vêtements qui semblaient conçus pour être oubliés que la plupart des gens passaient devant lui sans enregistrer sa présence. Je l'avais fait moi-même pendant 3 ans. Ceux-ci ont besoin de votre examen, a-t-il dit assez fort pour que quiconque passant puisse l'entendre. Puis, plus bas, la page 47 pourrait vous intéresser particulièrement. J'ai tourné à la page 47 après son départ. Au lieu de projections trimestrielles, j'ai trouvé des photocopies de notes de frais. Les notes de frais d'Antoine, plus précisément, des factures de restaurant pour des réunions avec des clients, les jours où nos registres de clients ne montraient aucun rendez-vous, des frais d'hôtel à Cannes pendant ce qui était censé être une conférence à Lille. Le genre de créativité financière qui ferait saliver les auditeurs. Marc est revenu à midi, cette fois s'installant sur la chaise en face de moi à la cafétéria, où le bruit ambiant masquerait notre conversation. J'ai vu ce qui s'est passé à la fête, a-t-il dit, remuant son café avec une précision mécanique. L'enregistrement est bien sorti, au fait. Mon sandwich s'est arrêté à mi-chemin de ma bouche. Enregistrement? Louis Renault l'a maintenant. Il l'a depuis samedi matin. Il a pris une gorgée de café, son expression ne changeant jamais. Je lui envoie des informations depuis 2 ans. Pas pour de l'argent. Il ne m'a jamais payé un centime. Mais quelqu'un doit documenter ce qu'est vraiment cet endroit avant qu'il ne détruise toutes les bonnes personnes qui franchissent ses portes. Les pièces se sont assemblées. La présence de Marc à chaque réunion importante, sa proximité avec des informations sensibles malgré son titre de cadre intermédiaire, sa capacité à rester employé malgré l'absence de travail visible que quiconque pourrait nommer. Votre apparence passe partout, ai-je dit lentement. C'est intentionnel. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Marc a souri. La théorie de l'homme gris. Devenir si banal que les gens oublient que vous êtes dans la pièce. Ils disent des choses,
laissent des documents traîner, ont des conversations qu'ils n'auraient jamais s'ils se souvenaient que les meubles avaient des oreilles. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que vous avez fini de jouer selon leurs règles. Je peux le voir. Et parce que Juliette des ressources humaines veut vous rencontrer, mais elle a trop peur de vous approcher directement après ce qui s'est passé à la fête. Juliette, qui m'avait offert de la sympathie et des postes dans des comités mais jamais un soutien réel. Elle a aussi documenté des choses, a poursuivi Marc. Chaque plainte enterrée, chaque procès pour discrimination qui a mystérieusement disparu, chaque femme talentueuse qui est partie après avoir heurté le plafond contre lequel vous vous écorchez actuellement. Elle pense qu'elle est seule à le voir. Elle ne l'est pas, la rencontre avec Juliette a eu lieu ce soir-là dans le parking, au niveau B3, entre les piliers en béton où les caméras de sécurité avaient des angles morts. Elle avait l'air différente en dehors du bureau, plus jeune, plus fatiguée, portant un poids que je reconnaissais dans mon propre miroir. J'ai des dossiers, a-t-elle dit sans préambule, sortant une clé USB de sa poche. 3 ans de documentation qui mettraient fin à des carrières si jamais cela voyait le jour. Mais je dois savoir que vous êtes sérieuse à ce sujet. Que vous n'êtes pas juste en colère à propos d'une mauvaise soirée. Une mauvaise soirée? Le rire qui m'a échappé avait des arêtes. Juliette, il a volé chaque parcelle de travail que j'ai créée pendant 3 ans. Cette fête, c'était juste lui qui disait enfin tout haut ce que toute cette entreprise fait en silence. Elle m'a étudié un long moment, puis m'a tendu la clé. 17 femmes au cours de la dernière décennie dont les stratégies ont fini avec les noms de superviseurs masculins dessus. 32 plaintes pour harcèlement déposées et enterrées. Un taux de promotion pour les femmes qui est de 40% inférieur à la norme de l'industrie, même en tenant compte de l'expérience et des indicateurs de performance. Vous avez constitué un dossier. J'ai construit une arme, a-t-elle corrigé, mais je ne savais pas quoi en faire. Les ressources humaines rendent des comptes à Antoine. En fin de compte, le conseil s'en fiche tant que les bénéfices restent stables. Je pensais que peut-être si je restais assez longtemps, si j'accumulais assez de preuves, les choses changeraient de l'intérieur. Naïf, n'est-ce pas? Elle s'est appuyée contre sa voiture, l'épuisement évident dans chaque ligne de son corps. Daniel de la comptabilité a suivi les irrégularités financières. Fraude aux notes de frais, tromperie des investisseurs, le genre de choses qui font réellement arrêter les cadres. Il est prudent, paranoïaque peut-être, mais il veut nous rencontrer. Nous nous sommes réunis tous les 4 dans l'appartement de Juliette ce samedi. Son salon ressemblait à la salle de crise d'un cabinet d'avocats, des documents étalés sur chaque surface, des ordinateurs portables exécutant des analyses, un tableau blanc couvert de connexions entre des noms et des dates. Daniel s'est avéré être plus jeune que je ne l'avais prévu, peut-être 28 ans, avec la concentration intense de quelqu'un qui avait appris très tôt que les chiffres étaient plus sûrs que les gens. Ce n'est pas seulement de la fraude aux notes de frais, a-t-il dit, affichant des feuilles de calcul sur son ordinateur portable. Antoine truque les comptes depuis 3 ans, faisant paraître les divisions rentables en déplaçant les coûts, en cachant les pertes dans des comptes de filiales. Le genre de jeu de passe-passe qui fonctionne jusqu'à ce que quelqu'un regarde de trop près. C'est pourquoi il a besoin que mes stratégies fonctionnent réellement, ai-je dit, la compréhension se faisant jour. Il peut truquer les chiffres, mais il a besoin de véritables innovations à présenter lorsque les investisseurs posent des questions. Exactement, Daniel a ajusté ses lunettes, une habitude nerveuse. Mais voici le problème. Des gens bien travaillent ici. L'assistante qui vient d'avoir un bébé. L'agent de sécurité qui met son enfant à l'université. Le personnel de la cafétéria qui est ici depuis 20 ans. Si nous brûlons cet endroit, nous les brûlons aussi. C'est pourquoi nous devons être chirurgicaux, a terminé Marc. Enlever le cancer sans tuer le patient. Juliette a sorti un marqueur, a commencé à écrire des noms sur le tableau blanc. Antoine, évidemment. Vincent de la finance qui le permet. Les 3 membres du conseil qui l'ont couvert, pas couvert, a interrompu Daniel. Profitez. Ils ont vendu des actions en se basant sur des informations d'initiés sur le moment où Antoine allait annoncer mes stratégies comme ses innovations. La pièce est devenue silencieuse. Délit d'initié. C'était du ressort fédéral. Nous ne parlons plus seulement de discrimination au travail, ai-je dit lentement. C'est criminel, a fourni Marc. C'est pourquoi nous devons être prudents. Et pourquoi nous devons décider ce que nous voulons vraiment. Justice, vengeance, réforme. J'ai pensé à l'offre de Renault dans mon tiroir, à Louis Renault regardant cette vidéo de mon humiliation,
aux paroles énigmatiques d'Albert Lefebvre sur les joueurs et les jeux. Je veux qu'ils sachent que c'était nous, ai-je dit finalement. Quand tout s'effondrera, quand ils seront assis dans les décombres de leur carrière, je veux qu'ils sachent que les personnes qu'ils ont rendues invisibles sont celles qui les ont dénoncées. Juliette a souri, et ce n'était pas une expression bienveillante. Alors nous avons besoin de plus de preuves, de plus de documentation, et nous devons être plus intelligents qu'ils ne nous en croient capables. Combien de temps ? A demandé Daniel. J'ai 3 semaines, ai-je dit en pensant à ma réponse à Renaud. 3 semaines pour rassembler tout ce dont nous avons besoin. Marc s'est levé, rassemblant ses affaires. Alors nous ferions mieux de commencer. Parce qu'une fois que nous aurons appuyé sur cette gâchette, il n'y aura pas de retour en arrière. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu en 3 ans chez Lefebvre Industries. Pas de l'espoir, exactement, mais de la possibilité. Le poids d'être seul dans mes observations, dans ma colère, s'était levé. Nous étions 4 personnes liées par des blessures différentes mais par la même compréhension, que la cruauté systémique prospérait dans le silence et l'isolement. Lundi viendrait avec ses dégradations habituelles. Antoine s'approprierait toujours mon travail. Le conseil ignorerait toujours mes contributions. Mais maintenant, je savais que je n'étais pas folle, ni hypersensible, ni en train d'imaginer des schémas qui n'existaient pas. Le réseau était réel. La documentation était accablante. Et dans 3 semaines, tout changerait. Dimanche soir, j'étais assise à ma table de cuisine, la lettre d'offre de Renault Corporation étalée devant moi à côté de mon ordinateur portable et d'une tasse de café qui avait refroidi depuis des heures. Le réseau que nous avions construit était solide, mais je devais formaliser ma stratégie de sortie. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier avant que je ne compose finalement le numéro privé de Louis Renault. Sa voix est parvenue, claire malgré l'heure tardive. Mademoiselle Moreau. Je me demandais quand vous appelleriez. J'accepte votre offre, ai-je dit, mais j'ai besoin de 4 mois avant de pouvoir commencer. 4 mois, c'est inhabituel. La plupart des gens veulent s'échapper de Lefebvre Industries aussi vite que possible. J'ai un projet majeur à terminer. Le mensonge est venu facilement, bien que nous sachions tous les deux qu'il ne s'agissait d'aucun projet officiel. Je crois aux transitions professionnelles. Transition professionnelle, a-t-il répété, et j'ai entendu de l'amusement dans son ton. Bien sûr. Et pendant ces 4 mois, si vous avez besoin de ressources, des informations sur les vulnérabilités de Lefebvre Industries, une analyse de marché, n'importe quoi, mon équipe est à votre disposition. L'offre était tentante. Renault Corporation avait des ressources qui pourraient ouvrir Lefebvre Industries comme un œuf. Mais j'avais besoin que mes preuves soient propres, irréprochables, sans aucune empreinte qui pourrait remonter à de l'espionnage industriel. J'apprécie cela, monsieur Renault, mais je préfère gérer mes transitions de manière indépendante. Ah. La seule syllabe portait une compréhension. Vous voulez garder les mains propres. Intelligent. Mais, mademoiselle Moreau, souvenez-vous qu'Antoine Lefebvre a des ennemis au-delà de vous. Certains d'entre nous attendent depuis des années que quelqu'un avec votre position et votre motivation agisse. Certains d'entre nous apprécient le cocktail interentreprise jeudi. Je crois que mon assistante, Viviane Mercier, y assistera. Elle est très douée pour se faire des amis. La ligne s'est coupée. J'ai regardé mon téléphone, traitant l'implication. Renault ne m'offrait pas seulement un emploi, il orchestrait quelque chose de plus grand. Le cocktail trimestriel de jeudi au club d'affaires du centre-ville semblait différent en sachant ce qui allait arriver. Je me suis positionné de manière à pouvoir observer sans être évidente, sirotant une eau pétillante tout en regardant le théâtre de l'entreprise se dérouler. Viviane Mercier est arrivée à précisément 19h15. Là où je m'attendais à quelqu'un d'évident robe moulante, parfum agressif, le genre de femme qu'Antoine poursuivait généralement, j'ai trouvé une sophistication subtile. Sa robe était chère mais discrète, son maquillage minimal mais impeccable. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une assistante de direction compétente qui se trouvait être belle. Elle a navigué dans la pièce avec un but déguisé en errance, prenant un verre ici, riant à une blague là, jusqu'à ce qu'elle se retrouve, accidentellement, au bar à côté d'Antoine. La collision était parfaitement orchestrée, son téléphone glissant de sa main juste au moment où il tendait la sienne pour son scotch, leurs mains se frôlant alors qu'ils se penchaient tous les deux pour le récupérer. « Je suis vraiment désolée, a-t-elle dit, sa voix portant juste assez d'embarras pour paraître sincère. « Pas de mal, a répondu Antoine,
l'évaluant déjà avec le regard que je lui avais vu porter à chaque femme séduisante qui croisait son chemin, Antoine Lefebvre, président-directeur général de Lefebvre Industries. Viviane Mercier. Je travaille chez Renault Corporation. Juste une assistante. L'autodépréciation était calculée. Les hommes comme Antoine préféraient les femmes qui se diminuaient. En 20 minutes, il lui payait des verres et expliquait le génie de la fusion du Bois-Martin, ma fusion, pendant qu'elle écoutait avec une fascination étudiée. Elle posait les bonnes questions, riait au bon moment, touchait son bras juste assez longtemps pour l'accrocher mais pas assez longtemps pour paraître entreprenante. Je me suis détourné, légèrement nauséeuse par le spectacle mais impressionnée par la performance. Viviane Mercier était une professionnelle, et Antoine était déjà pris. Lundi matin a apporté un développement inattendu. Albert Lefebvre se tenait dans mon box quand je suis arrivé à 6 heures, étudiant les récompenses toujours cachées dans mon tiroir. « J'ai un projet spécial pour vous, mademoiselle Moreau », a-t-il dit sans préambule. Une revue complète des performances de Lefebvre Industries au cours de la dernière décennie. Analyse historique, identification de schémas, recommandations stratégiques pour l'avenir. C'est assez vaste, monsieur Lefebvre. Pourquoi moi? Ses yeux ont rencontré les miens avec une intensité qui m'a fait me redresser. Parce que vous voyez des schémas que d'autres manquent. Et parce que parfois, comprendre d'où nous venons est le seul moyen d'éviter de répéter les erreurs. L'autorisation de projet qu'il m'a remise m'a donné accès à des archives que je n'avais jamais rêvé de toucher, procès-verbaux de réunions du conseil, correspondances privées, dossiers financiers antérieurs au mandat d'Antoine. C'était comme si on m'avait remis les clés de l'histoire secrète du royaume. J'aurais besoin d'un accès complet aux archives historiques, ai-je dit en testant les limites. Tout, a-t-il confirmé. Je veux la vérité, mademoiselle Moreau, pas le confort. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai plongé dans les archives de Lefebvre Industries sous le couvert du projet spécial d'Albert. Ce que j'ai trouvé a fait paraître les découvertes de notre réseau comme des égratignures de surface. Le schéma remontait à 15 ans, lorsqu'Antoine a rejoint l'entreprise grâce au mariage de sa mère avec le frère d'Albert. Dans les marges d'anciens rapports, j'ai trouvé les notes manuscrites d'Albert. Le népotisme détruira ce que le mérite a construit, apparaissait à côté de la première promotion d'Antoine. Parfois, le remède nécessite du poison, était griffonné à côté d'une tentative ratée de mettre en œuvre un avancement basé sur la performance. Le vieil homme avait documenté la destruction de l'entreprise par son neveu pendant des années, mais la loyauté familiale ou peut-être la politique familiale l'avait empêché d'agir. Daniel m'a aidé à tout photographier, créant des sauvegardes cryptées sur des disques que nous avons stockés dans des endroits séparés. Juliette a croisé les schémas historiques avec les violations actuelles des ressources humaines, construisant une chronologie qui montrait comment chacune des promotions d'Antoine correspondait à une augmentation des plaintes pour harcèlement et des départs d'employés. Marc, pendant ce temps, suivait les progrès de Viviane avec Antoine. En 3 semaines, il prenait des verres 2 fois par semaine. Elle lui donnait juste assez d'intérêt pour qu'il continue à la poursuivre tout en extrayant des informations avec une précision chirurgicale. Quand Lefebvre prévoyait-il d'annoncer la prochaine fusion? Quels membres du conseil étaient loyaux contre simplement tolérants? Quels étaient les vrais chiffres derrière les projections trimestrielles? Elle est remarquable, m'a dit Marc lors d'une de nos réunions dans le parking. Elle l'a convaincu qu'il est James Bond alors qu'en réalité, il est Austin Powers. Les preuves s'accumulaient. Irrégularités financières documentées et vérifiées. Schéma de harcèlement établi et corroboré. Vol de propriété intellectuelle prouvé par des horodatages et des traces de courriel. Nous ne construisions plus seulement un dossier, nous construisions une forteresse de faits qu'il serait impossible d'assaillir. Mais c'est une note que j'ai trouvée dans les dossiers d'Albert qui a tout changé, datée d'il y a 3 ans, le jour de mon embauche, faire venir quelqu'un d'assez exceptionnel pour créer ce qu'il volera, d'assez fort pour survivre à ce qu'il lui fera, et d'assez intelligent pour comprendre finalement le jeu. C'est le catalyseur que nous attendions. J'ai regardé ces mots, écrits avant même que je n'ai franchi les portes de Lefebvre Industries. Albert n'avait pas seulement observé. Il avait planifié, m'utilisant comme une arme involontaire dans une guerre dont j'ignorais l'existence. La prise de conscience aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange affinité avec le vieil homme qui avait regardé son entreprise pourrir de l'intérieur, incapable d'agir directement mais assez patient pour attendre le bon moment, la bonne personne, le bon catalyseur. Ce soir-là, j'ai rencontré notre réseau une dernière fois avant que tout ne s'accélère au-delà de notre contrôle. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, a dit Juliette,
montrant les preuves qui couvraient les murs de son appartement. La question est de savoir ce que nous en faisons. Nous attendons, ai-je dit, pensant aux pièces d'échecs, aux vieillards patients et aux assistantes jouant des rôles dans des rôles. Tout est en place, mais le timing doit être parfait. Combien de temps, a demandé Daniel. 2 semaines de plus. Laissons Viviane s'infiltrer plus profondément dans la confiance d'Antoine. Laissez-moi finir le projet d'Albert et comprendre son jeu final. Laissons les pièces se mettre en place. Parce que j'apprenais que la vengeance ne consistait pas en des moments explosifs de satisfaction. Elle consistait en de la patience, du positionnement et la compréhension que parfois, les meilleurs joueurs sont ceux qui semblent ne pas jouer du tout. Les 2 semaines que j'avais demandées ont commencé par un changement inquiétant dans l'atmosphère du bureau. Lundi matin a apporté la nouvelle que Renault Corporation avait obtenu le contrat de Penrose, un accord qu'Antoine promettait au conseil depuis des mois. À midi, ils avaient également annoncé avoir remporté le partenariat avec le groupe Castellane. 2 contrats d'une valeur combinée de 37 millions d'euros, tous 2 arrachés à Lefebvre Industries au dernier moment. Antoine a convoqué une réunion d'urgence de tout le personnel à 14 heures. La salle de conférence s'est remplie d'une énergie nerveuse alors que les employés entraient, tous sentant la tempête sur le point d'éclater. Il se tenait à l'avant, son apparence habituellement parfaite légèrement débraillée, cravate desserrée, yeux balayant la pièce comme un prédateur cherchant une proie. Quelqu'un dans cette pièce, a-t-il commencé, la voix dangereusement calme, transmet des informations à nos concurrents. Son regard s'est attardé sur différents visages, essayant de détecter la culpabilité. Ces contrats étaient garantis. La seule façon pour Renault d'avoir pu sous-coter nos propositions est s'il connaissait nos conditions exactes. L'ironie ne m'a pas échappé. Antoine lui-même avait donné à Viviane chaque détail lors de leur verre mardi dernier, se vantant de sa stratégie de négociation pendant qu'elle feignait d'être fascinée par son sens des affaires. Mais il était trop narcissique pour imaginer qu'il pouvait être la faille de sécurité. Jusqu'à ce que je découvre qui est responsable, a-t-il poursuivi, considérez-vous tous comme étant sous surveillance. Chaque courriel surveillé, chaque appel enregistré, chaque réunion documentée. Ses yeux m'ont trouvé dans la foule et y sont restés. Certains d'entre vous pensent peut-être que vous êtes trop intelligent pour vous faire prendre. Vous ne l'êtes pas, le reste de la semaine s'est détérioré à partir de là. Antoine a commencé à apparaître à mon bureau à des moments aléatoires, trouvant des défauts qui n'existaient pas. Mardi, il m'a fait refaire une analyse parfaitement exacte 3 fois, affirmant que la police de caractère était non professionnelle. Mercredi, il m'a assigné la tâche de créer un rapport complet sur l'efficacité de l'approvisionnement en trombone, à rendre en 24 heures. Jeudi, il a annoncé devant tous les tâches que mon espace de travail était honteusement désorganisé, bien qu'il soit impeccable. Peut-être que si vous vous concentriez moins sur les apparences et plus sur la performance, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende, vous comprendriez pourquoi certaines personnes progressent et d'autres non. Le harcèlement était calculé pour éviter une action en justice. Rien d'explicitement discriminatoire, rien qui ne puisse être expliqué comme une gestion stricte. Mais tout le monde pouvait voir le schéma. J'étais devenu son exutoire, la cible sûre de sa frustration concernant les contrats perdus. Marc m'a passé une note vendredi après-midi. Il perd le contrôle. Sois prudente. L'avertissement est arrivé trop tard. À 18h30, alors que la plupart du bureau s'était vidé pour le week-end, Antoine est apparu à mon box. Mon bureau. Maintenant. Nous devons discuter de votre rapport trimestriel. J'avais soumis le rapport il y a une semaine. Il l'avait déjà approuvé. Mais je l'ai suivi, mon téléphone enregistrant dans ma poche, chaque instinct hurlant au danger. Son bureau semblait différent à la lumière du soir. Le bureau en acajou qui représentait habituellement l'autorité de l'entreprise ressemblait maintenant à une barrière entre moi et la porte. Il l'a fermée derrière nous, et j'ai entendu le léger clic de la serrure s'enclencher. « Asseyez-vous » a-t-il commandé, me montrant la chaise en face de son bureau. Mais il n'a pas pris sa propre place. Au lieu de cela, il s'est déplacé pour se tenir derrière moi, trop près, son eau de colonne suffocante dans l'espace clos. « Vous savez, Élise » a-t-il commencé, sa main se posant sur mon épaule avec un poids importun. « Vous pourriez avoir un véritable avenir ici. Direction supérieure, bureau d'angle, tout le package. Je crois que mon travail parle de lui-même, monsieur Lefebvre. » Sa prise s'est légèrement resserrée. Le travail n'est pas tout. Parfois, l'avancement nécessite de comprendre la dynamique sociale des affaires,
d'être plus coopérative, plus flexible. Je me suis levé, essayant de mettre de la distance entre nous, mais il a bougé avec moi, me repoussant contre le mur de fenêtre surplombant la ville. Je devrais y aller, ai-je dit, gardant ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Le rapport trimestriel semble être en ordre. Nous n'avons pas terminé ici. Sa main a jailli, attrapant mon poignet alors que j'essayais de me diriger vers la porte. Sa prise était assez forte pour faire mal, délibérément douloureuse. Vous devez réfléchir très attentivement à vos choix, à savoir si vous voulez être quelqu'un qui travaille avec la direction ou contre elle. Lâchez-moi. J'ai gardé ma voix calme, professionnelle, même si ses doigts s'enfonçaient dans ma peau assez fort pour laisser des marques. J'essaie de vous aider, a-t-il dit en se penchant plus près. Mais vous devez faire un pas vers moi. Montrez un peu de reconnaissance pour les opportunités que je vous ai données. L'opportunité de me faire voler mon travail ? D'être humilié lors des événements de l'entreprise. Les mots se sont échappés avant que je puisse les arrêter. Son visage s'est assombri. Vous devriez être reconnaissante d'avoir même un emploi. Savez-vous combien de personnes tueraient pour votre poste ? Alors donnez-le à l'une d'entre elles. J'ai libéré mon poignet, sentant la peau brûler sous sa prise. Je pars maintenant. J'ai atteint la porte, tâtonnant avec la serrure tandis qu'il se tenait derrière moi, assez près pour que je sente son souffle sur mon cou. Cette conversation n'est pas terminée, a-t-il dit alors que j'ouvrais enfin la porte. Lundi matin, nous discuterons de votre problème d'attitude et de votre avenir dans cette entreprise. Je suis sorti les jambes tremblantes, gardant mon sang-froid jusqu'à ce que j'atteigne les toilettes. Juliette était encore là, travaillant tard sur les rapports des ressources humaines. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a immédiatement verrouillé la porte des toilettes derrière nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai montré mon poignet, déjà violacé par des ecchymoses en forme d'empreinte digitale. Elle l'a photographié sous plusieurs angles pendant que je déposais une plainte formelle sur mon téléphone, créant un horodatage numérique même si nous savions toutes les deux qu'elle ne serait jamais examinée officiellement. C'est ça, a dit Juliette, sa voix tendue de colère. C'est ce qui va le faire tomber. Les crimes financiers entraînent des amendes. Les idées volées, des procès. Mais ça fait les gros titres. C'est ma parole contre la sienne. Pas pour longtemps. Elle a sorti son téléphone, textant rapidement. Viviane doit savoir. Elle le fera parler. Le fera se vanter. Les hommes comme Antoine se vantent toujours de leur conquête, even the failed ones. Ce week-end-là, je me suis assise à la table du dîner de ma mère, poussant la nourriture dans mon assiette tandis qu'elle regardait avec une inquiétude croissante. Tu as changé, a-t-elle dit finalement. Ces dernières semaines, tu es devenue plus dure en quelque sorte. Distante, a acquiescé ma sœur. On dirait que tu prépares quelque chose ou que tu te bats contre quelque chose, mais tu ne veux pas nous dire quoi. Je voulais tout expliquer, leur montrer les ecchymoses cachées sous mes manches longues, décrire la destruction systématique de ma valeur professionnelle, admettre que je me transformais en quelqu'un capable de détruire la vie d'une autre personne sans hésitation. Au lieu de cela, j'ai forcé un sourire. Le travail est difficile en ce moment, mais gérable. Ça ne durera pas beaucoup plus longtemps. Jusqu'à quoi, a insisté ma mère. Jusqu'à ce que les choses changent, ai-je dit, ce qui était assez vrai. Cette nuit-là, je me suis tenu dans ma salle de bain, examinant les ecchymoses sur mon poignet. Elles étaient des preuves, mais elles étaient aussi autre chose, une ligne franchie, un point de non-retour. Antoine avait finalement fait l'erreur que nous attendions, bien qu'il ne le sache pas encore. Lundi viendrait avec sa discussion menaçante sur mon attitude et mon avenir. Mais Antoine ne savait rien de l'enregistrement sur mon téléphone, de Viviane qui travaillait déjà à extraire sa confession, du réseau de personnes documentant chacune de ses violations. Le point de pression avait été atteint. Maintenant, ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne vole en éclats. J'ai passé la nuit de dimanche dans mon appartement, à regarder les bleus sur mon poignet qui avaient viré au violet noir, des empreintes digitales. Demain apporterait la discussion promise par Antoine sur mon attitude. Mais j'avais d'autres plans. Mon téléphone a vibré avec un texto de Viviane. Il faut que je te voie maintenant. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner ouvert toute la nuit à la périphérie de la ville, le genre d'endroit où personne de Lefebvre Industries n'apparaîtrait jamais. Viviane était assise dans une banquette au fond, son apparence habituellement parfaite remplacée par un jean et un pull, l'air plus jeuné, d'une certaine manière, plus dangereuse. Je l'ai, a-t-elle dit sans préambule,
faisant glisser son téléphone sur la table. L'enregistrement était d'une clarté cristalline. La voix d'Antoine, pâteuse à cause du whisky cher et de l'arrogance, a rempli mes écouteurs pendant que j'écoutais. Cette salope coincée d'Élise a enfin appris sa place. Elle pensait pouvoir me rejeter. Je lui ai attrapé le poignet assez fort pour lui laisser un rappel sur qui a le pouvoir ici. La voix de Viviane sur l'enregistrement était parfaitement calibrée. Compatissante, mais inquisitrice. Ça a dû être frustrant, qu'une employée vous manque de respect comme ça. Manque de respect? Antoine a ri, un rire laid et strident. Elle devrait être reconnaissante que je l'ai même remarqué. Certaines femmes doivent apprendre à la dure les dynamiques de pouvoir. Soit elle se mettra au pas, soit elle est virée. Je pense la virer lundi, pour faire un exemple d'elle. Ça ne va pas causer de problème? Des problèmes avec les ressources humaines? Les ressources humaines me rendent des comptes. Le conseil me fait confiance. Et Élise sait que personne ne la croirait plutôt que moi de toute façon. C'est la beauté du pouvoir. Tu définis la réalité. J'ai retiré les écouteurs, mes mains fermes malgré la rage qui brûlait dans ma poitrine. C'était quand? Il y a 3 heures. Son appartement. Il pense que nous construisons quelque chose de romantique. Mais en réalité, il construit sa propre accusation. Lundi matin, je suis arrivé au bureau à 8 heures au lieu de mon habituel 6 heures. Inutile de maintenir la fiction du dévouement plus longtemps. J'avais passé les premières heures du matin à rédiger ma lettre de démission, brève, professionnelle, ne donnant aucun indice de ce qui allait suivre. Antoine était déjà dans son bureau quand j'ai frappé. Son expression en me voyant était un mélange de satisfaction prédatrice et de déception que je ne sois pas venu en rampant pour m'excuser. Élise. Prête à discuter de votre avenir? Oui, ai-je dit, posant la simple feuille de papier sur son bureau. Je démissionne, avec effet immédiat. Il la lut lentement, son sourire s'élargissant à chaque ligne. La lettre était parfaite dans sa défaite apparente, le remerciant pour l'opportunité, reconnaissant que je n'étais pas faite pour les exigences de la direction d'entreprise, souhaitant à la société un succès continu. Vous aviez raison, ai-je dit, gardant ma voix petite, vaincue. Je ne suis pas faite pour ce niveau. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil, savourant le moment. Choix intelligent. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour diriger. Elles manquent de la flexibilité nécessaire. J'ai baissé les yeux, laissé mes épaules s'affaisser, lui ai donné tous les signaux d'une capitulation complète. Je vais vider mon bureau immédiatement. Bien. Et Élise? Il a attendu que je lève les yeux. C'est ce qui arrive quand on ne comprend pas comment le jeu se joue. J'ai hoché la tête, me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté à la porte. La réunion trimestrielle du conseil est demain, n'est-ce pas? Pourquoi ça t'intéresse? Tu ne seras pas là. Je me demandais juste si vous alliez présenter les chiffres finaux de la fusion du Bois-Martin. C'était mon dernier projet, après tout. Son sourire était acéré. Je présenterai ma stratégie de fusion, oui. Celle qui fera économiser 13 millions d'euros à cette entreprise. J'ai hoché la tête à nouveau et je suis parti, le laissant penser qu'il avait tout gagné. Vider mon bureau est devenu une performance assistée par tout l'étage. J'ai bougé lentement, avec soin, laissant tout le monde voir ma défaite apparente. Juliette est passée, jouant son rôle à la perfection. Je suis tellement désolé que ça n'ait pas marché, a-t-elle dit assez fort pour que les autres entendent, tout en me glissant une clé USB contenant toutes les violations des ressources humaines de la dernière décennie. Marc est passé, ne m'a pas reconnu, mais a laissé un post-it sur mon moniteur. Tous les dossiers financiers sont sécurisés. Le conseil aura une lecture intéressante demain. Daniel a envoyé un courriel à mon compte personnel. Objet, bonne chance dans vos futures entreprises, avec en pièce jointe 5 ans de fraude documentée. Chaque objet personnel que j'ai emballé a d'abord été photographié, les récompenses cachées, les 3 ans d'évaluation de performance, les impressions de courriel montrant mes stratégies avant qu'Antoine ne se les approprie. Tout obtenu légalement, tout admissible, tout nécessaire. Thomas de la comptabilité s'est arrêté avec une fausse sympathie. Dommage de te voir partir, mais honnêtement, tu n'as jamais vraiment correspondu à la culture ici. Tu as raison, ai-je convenu. Je n'ai jamais appris à me taire et à sourire. Sophie du marketing semblait en fait sincère dans son adieu. Quoi qu'Antoine ait dit,
nous savons tous que tu étais le cerveau derrière la moitié de nos projets réussis. Peu importe ce que les gens savent, ai-je répondu. Seul compte ce qu'ils sont prêts à dire à voix haute. À midi, je sortais avec ma boîte d'effets personnels, Pierre, l'agent de sécurité, me tenant la porte avec de la tristesse dans les yeux. Vous méritiez mieux, mademoiselle Moreau. J'aurai exactement ce que je mérite, lui ai-je dit. Et tout le monde aussi. Ce soir-là, j'étais assise dans le bureau de Louis Renault surplombant la ville. Le contraste avec Lefebvre Industrie était saisissant, moderne où Lefebvre était traditionnel, transparent où Lefebvre était opaque, basé sur le mérite où Lefebvre était népotique. Dernière chance de reconsidérer, a dit Louis, examinant les documents étalés sur son bureau. Vous pourriez commencer ici lundi. Laissez Antoine imploser tout seul. Évitez le désordre de la confrontation de demain. Il doit savoir que c'était moi, ai-je dit, pensant à chaque femme dont il avait volé le travail, à chaque employé qu'il avait humilié, à chaque personne qu'il avait écrasée pour se divertir. Quand son monde s'effondrera, il doit comprendre que la femme qu'il a essayé de briser est celle qu'il a brisée. Louis m'a étudié un long moment. Ce n'est plus seulement une question de vengeance personnelle, n'est-ce pas? Ça n'a jamais été que personnel. C'est pour chaque personne encore piégée là-bas, chaque femme qui viendra après moi, chaque esprit brillant qui sera rejeté parce qu'il vient dans le mauvais emballage. La réunion du conseil est à 9 heures, a dit Louis. Mes avocats seront présents en tant que représentants de notre participation de 18%. Les autres actionnaires avec qui j'ai communiqué sont prêts à agir. Vos preuves sont complètes. Êtes-vous prête pour ce qui va suivre? J'ai pensé à l'enregistrement d'Antoine se vantant de m'avoir agressé, aux photographies de mon poignet meurtri, aux années de vol et de fraude documentées, au réseau d'alliés prêts à témoigner. Je me prépare à cela depuis 3 ans, ai-je dit. Je ne le savais tout simplement pas jusqu'à maintenant. Demain apporterait la réunion trimestrielle du Conseil. Antoine entrerait en s'attendant à présenter mon travail comme le sien, en s'attendant à se prélasser dans les éloges pour ses stratégies brillantes. Au lieu de cela, il ferait face au démantèlement complet de tout ce qu'il avait construit sur la fondation des rêves brisés d'autres personnes. La démission qu'il avait acceptée avec une telle satisfaction n'était que le premier coup d'un jeu auquel il ne savait pas qu'il jouait. En partant aujourd'hui, je m'étais positionné hors de sa portée, libre d'agir sans les contraintes de l'emploi, sans la peur des représailles. Le piège était tendu. Les preuves étaient rassemblées. Les alliés étaient en position. Il ne restait plus que l'exécution. Mardi matin est arrivé avec cette clarté cristalline qui rend tout plus net, plus lourd de conséquences. Je me tenais devant le bâtiment de Lefebvre Industrie à 8h45, non plus comme une employée, mais comme quelque chose de bien plus dangereux, une représentante d'actionnaires avec des preuves qui allaient tout remodeler. L'agent de sécurité à l'accueil était nouveau, quelqu'un qui ne me reconnaissait pas de mes 3 années de matinées précoces et de soirées tardives. Je suis ici pour la réunion du conseil, ai-je dit, présentant la documentation que l'équipe juridique de Louis Renault avait préparée. Vous n'êtes pas sur la liste, a-t-il dit en fronçant les sourcils devant son écran d'ordinateur. Vérifiez à nouveau. Renault Corporation, participation de 18%. Nous avons le droit d'assister à toutes les réunions du conseil. Il a passé un appel téléphonique, son expression devenant de plus en plus mal à l'aise alors que quelqu'un à l'autre bout du fil confirmait apparemment mes références. Ascenseur jusqu'au 20e étage, a-t-il dit finalement, me tendant un badge de visiteur qui ressemblait à une justification. La porte de la salle du conseil était déjà ouverte quand je suis arrivé, l'espace se remplissant de la chorégraphie habituelle d'avant-réunion, entre café versé et petites discussions. Je reconnaissais chaque visage, les membres du conseil qui avaient ri à la blague d'Antoine à la fête, les cadres qui avaient profité de mon travail volé. Et là, à la tête de la table, Antoine lui-même, arrangeant ses documents de présentation avec la confiance de quelqu'un qui ne savait pas que son monde était sur le point de s'effondrer. « Excusez-moi », m'a intercepté Vincent de la finance à l'entrée. « C'est une réunion du conseil à huis clos. »« Plus maintenant », ai-je dit, lui tendant la documentation juridique. Renault Corporation détient 18% de Lefebvre Industrie depuis la clôture du marché d'hier. Je suis ici en tant que leur représentante officielle. La pièce est devenue silencieuse. Antoine a levé les yeux de ses papiers, son visage passant par une série d'expressions comme une machine à sous, confusion, reconnaissance, incrédulité, et enfin, la première lueur de peur. « Vous ne travaillez plus ici », a-t-il affirmé, comme si le dire pouvait le rendre vrai. « Non », ai-je convenu, prenant place à la table avec un calme délibéré.
Je travaille pour votre plus grand actionnaire maintenant. Devrions-nous discuter des raisons pour lesquelles cette position est devenue nécessaire? Albert Lefebvre, assis à sa place habituelle dans le coin, observait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Les autres membres du conseil se sont agités mal à l'aise, sentant le changement d'atmosphère mais n'en comprenant pas encore les implications. C'est très irrégulier, a dit Antoine, essayant de reprendre le contrôle. Vous ne pouvez pas simplement. En fait, si. J'ai ouvert ma mallette avec une précision théâtrale, en sortant 3 dossiers que j'avais arrangés spécifiquement pour ce moment. Avant que vous ne présentiez les chiffres de la fusion du Bois-Martin, mes chiffres, incidemment le Conseil doit examiner certaines informations critiques sur les défaillances de la gouvernance d'entreprise. Le premier dossier a glissé sur la table polie vers Vincent. 5 ans de rapports financiers frauduleux. Projections gonflées, pertes cachées, coûts déplacés entre les divisions pour créer l'illusion de la croissance. Fraude boursière, Monsieur Lefebvre. Territoire du crime fédéral. Vincent a ouvert le dossier, son visage perdant toute couleur en reconnaissant sa propre signature sur des documents qu'il pensait avoir été détruits. Le deuxième dossier est allé à Marguerite Durand, la membre du conseil la plus ancienne. Documentation du personnel. 17 femmes dont la propriété intellectuelle a été systématiquement volée et créditée à des superviseurs masculins. 32 plaintes pour harcèlement enterré aux ressources humaines. Un schéma de discrimination qui expose cette entreprise à une responsabilité d'environ 37 millions d'euros, estimation conservatrice. Les mains de Marguerite tremblaient en examinant les preuves, chaque page horodatée, documentée, indéniable. C'est une tentative de vengeance pathétique, a dit Antoine, mais sa voix avait perdu son autorité habituelle. Une employée mécontente qui lance des accusations sans fondement. Sans fondement? J'ai brandi le troisième dossier, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Parlons de Genève, spécifiquement. Votre réunion là-bas le mois dernier avec les industries Perrin, où vous avez divulgué toute notre stratégie d'acquisition en échange d'honoraires de consultation personnelle. Espionnage industriel, Monsieur Lefebvre. Également enregistré, au fait. Vous mentez. Vraiment? Devrions-nous discuter de votre relation de 4 mois avec quelqu'un à qui vous avez partagé nos stratégies d'offres? Quelqu'un que vous avez rencontré pour des verres tous les mardis et jeudis? La mâchoire d'Antoine s'est crispée. Ma vie privée ne concerne pas le conseil. Si, quand vous partagez des informations d'initiés avec elle. J'ai finalement ouvert le troisième dossier, révélant des photographies qui ont fait halter plusieurs membres du conseil. Celles-ci ont été prises dans votre bureau, dans l'appartement de fonction que l'entreprise paie. Des horodatages montrant vos réunions au cours des 4 derniers mois. Claire, la fiancée d'Antoine, était assise tranquillement dans le coin, invitée à présenter la partie « valeur familiale » du rapport trimestriel. Elle s'est levée slowly, son visage un masque de fureur contenue. « C'est ma fiancée », a dit Antoine désespérément, le mensonge évident pour tout le monde. « Non », ai-je corrigé, sortant la dernière photographie, un cliché net du badge d'identification de Viviane de Renault Corporation sur le bureau d'Antoine. C'est Viviane Mercier, assistante de direction chez Renault Corporation, la femme à qui vous avez transmis nos stratégies tout en essayant de la séduire. Claire est sortie sans un mot, ses talons claquant sur le marbre comme un compte à rebours vers la destruction. Mais ce n'est même pas le pire, ai-je poursuivi, connectant mon téléphone au système audio de la salle du conseil. La voix d'Antoine a rempli la pièce, pâteuse et arrogante. Cette salope coincée d'Élise a enfin appris sa place. Je lui ai attrapé le poignet assez fort pour lui laisser un rappel sur qui a le pouvoir ici. L'enregistrement a continué, chaque mot un clou de plus dans son cercueil professionnel. Les membres du conseil ont échangé des regards horrifiés. Marguerite Durand a couvert sa bouche de dégoût. Agression, ai-je dit simplement. Confession enregistrée, plus documentation des preuves physiques. Je leur ai montré les photographies que Juliette avait prises de mon poignet meurtri, la plainte formelle que j'avais déposée, la trace écrite qui prouvait un schéma de harcèlement croissant. La pièce a éclaté, les membres du conseil criant les uns par-dessus les autres, exigeant des explications, menaçant de poursuites judiciaires. Antoine se tenait là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson qui se noie dans l'air, incapable de former des mots qui pourraient le sauver. Puis Albert Lefebvre s'est levé. La pièce est immédiatement tombée dans le silence, le fondateur commandait ce genre de respect même dans le chaos. Je propose la destitution immédiate d'Antoine Lefebvre en tant que président-directeur général, a-t-il dit, sa voix portant le poids d'années de patience enfin épuisée.
Antoine s'est tourné vers son oncle, le choc remplaçant la colère. Oncle Albert, vous ne pouvez pas, je documente vos échecs depuis 3 ans, a poursuivi Albert, son regard ne quittant jamais le visage de son neveu. Chaque idée volée, chaque plainte enterrée, chaque manipulation financière. J'espérais que vous grandiriez dans le poste, que vous apprendriez à diriger avec intégrité. Au lieu de cela, vous avez prouvé que le népotisme est un poison qui détruit les entreprises de l'intérieur. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, j'ai vu de l'approbation dans ses yeux. Mademoiselle Moreau a fourni le catalyseur du changement dont Lefebvre Industries a désespérément besoin. Elle a mon plein soutien et mon vote. Tous en faveur de la destitution d'Antoine Lefebvre en tant que président-directeur général? La voix de Marguerite Durand était stable malgré le chaos. Toutes les mains se sont levées, sauf celle d'Antoine. La motion est adoptée, a annoncé Marguerite. Sécurité, veuillez escorter Monsieur Lefebvre hors du bâtiment. 2 agents de sécurité sont entrés, Pierre parmi eux, ai-je remarqué avec une satisfaction sinistre. Antoine bafouillait encore à propos de procès, de trahison familiale, de conspiration. Alors qu'il le guidait vers la porte, il s'est arrêté sur le seuil, se retournant pour me regarder. Vous avez tout détruit. Non, ai-je répondu, soutenant son regard sans ciller. J'ai tout documenté. Vous avez tout détruit tout seul. La porte s'est refermée derrière lui avec une finalité qui a résonné dans la salle du conseil. Les membres du conseil restants étaient assis dans un silence stupéfait, traitant le renversement complet du pouvoir qui venait de se produire en moins de 20 minutes. Renault Corporation a quelques idées concernant la direction intérimaire, ai-je dit, sortant un dernier document. Mais d'abord, nous devons discuter des vrais chiffres derrière la fusion du Bois-Martin. Les chiffres exacts, pas la fiction que M. Lefebvre était sur le point de présenter. Le conseil s'est penché en avant, prêt à écouter la femme qu'ils avaient ignorée pendant 3 ans, comprenant enfin qu'invisible ne signifiait pas impuissant. La voix de Marguerite Durand a percé le silence stupéfait de la salle du conseil. Nous devons gérer la crise immédiate. Sans président-directeur général et avec ses révélations publiques, notre action va s'effondrer à l'ouverture du marché. J'ai fermé mon dossier de présentation, après leur avoir montré les vrais chiffres derrière la fusion du Bois-Martin. Les membres du conseil semblaient sous le choc, traitant non seulement le renvoi d'Antoine, mais aussi la profondeur de la tromperie à laquelle ils avaient été aveugles pendant des années. Renault Corporation a une proposition, ai-je dit en sortant le plan de transition que Louis et moi avions élaboré. Une acquisition gérée plutôt qu'une prise de contrôle hostile. De meilleures indemnités de départ pour les employés, la protection des fonds de pension et le maintien du personnel clé qui n'était pas complice de la fraude. Albert Lefebvre a étudié le document, son expression indéchiffrable. Vous proposez de sauver l'entreprise qui vous a humilié. Je propose de sauver les gens qui travaillent ici. L'entreprise telle qu'Antoine l'a construite mérite de mourir. Les semaines qui ont suivi se sont confondues en une cascade de conséquences que je n'avais pas entièrement anticipées. Depuis mon nouveau bureau chez Renault Corporation, j'ai regardé Lefebvre Industries se transformer d'une institution de 40 ans en une histoire édifiante racontée dans les écoles de commerce et les salles de conseil. La première vague a frappé en quelques jours. Les Échos a publié un article en première page, le PDG de Lefebvre Industries évincé sur fond de fraude et d'agression. L'action a chuté de 30% en préouverture. À la clôture, elle avait perdu la moitié de sa valeur. Les investisseurs qui avaient fait confiance aux projections gonflées d'Antoine ont découvert leur portefeuille en pleine hémorragie. Louis Renault a agi avec une précision chirurgicale, identifiant les parties de Lefebvre Industries qui pouvaient être sauvées et celles qui devaient être éliminées. Chaque client qu'Antoine avait aliéné au fil des ans a reçu des appels personnels avec de meilleures offres et des excuses sincères. Le compte du Bois-Martin, les industries Perrin, même les plus petits clients qui avaient été surfacturés et mal servis tous ont transféré leurs affaires à Renault Corporation ou à nos sociétés alliées. C'est presque trop facile, m'a dit Louis un matin, en examinant la dernière défection. Antoine s'est fait tellement d'ennemis qu'il se précipite pratiquement pour abandonner le navire. Mais en regardant depuis ma suite exécutive, j'ai vu plus que des chiffres et des contrats qui changeaient de main. J'ai vu les débris humains. Marc m'a appelé 3 semaines après la confrontation en salle du conseil. Il licencie tout le premier étage, a-t-il dit, sa voix habituellement stable se brisant. Maintenance, cafétéria, salle du courrier. Tous ceux qui n'avaient rien à voir avec ça. Je suis allé chez Lefebvre Industries cet après-midi-là, n'étant plus une employée, mais incapable de rester à l'écart. Le hall d'entrée ressemblait à un salon funéraire.
Pierre était assis sur un banc à l'extérieur, une boîte en carton d'effets personnels à côté de lui, son uniforme de sécurité remplacé par des vêtements civils qui le faisaient paraître plus petit, plus âgé. 30 ans, a-t-il dit en me voyant. 30 ans de travail honnête, et je suis dehors parce que le PDG était un criminel. Je suis désolé, ai-je dit, les mots pathétiquement inadéquats. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, a-t-il répondu, mais ses yeux contenaient une accusation que ma culpabilité acceptait volontiers. J'aurais juste aimé que ça n'entraîne pas autant de bonnes personnes dans la chute avec les mauvaises. Le concierge qui avait toujours travaillé tard à mes côtés. La femme de la cafétéria qui connaissait la commande de café de tout le monde. L'homme de maintenance qui avait réparé le tiroir de mon bureau sans qu'on le lui demande. Tous, des victimes d'une guerre entre des cadres qu'ils n'avaient même jamais vraiment rencontrés. Juliette est restée temporairement, aidant à traiter les licenciements qu'elle avait autrefois documentés comme des cas de discrimination. L'ironie ne m'échappe pas, a-t-elle dit lors d'un de nos appels. Je voulais sauver ces gens d'Antoine et, au lieu de cela, je leur remets des lettres de licenciement. Daniel travaillait 18 heures par jour pour tenter de sauver les comptes de retraite, de minimiser les pertes des employés qui avaient investi leur épargne retraite dans les actions de l'entreprise sur la base des projections frauduleuses d'Antoine. Certains de ces gens ont 65 ans, Élise. Ils prévoyaient de prendre leur retraite l'année prochaine. Maintenant, ils travailleront jusqu'à leur mort. Le poids des conséquences imprévues pesait sur ma poitrine chaque matin quand je me réveillais dans mon nouvel appartement, celui que mon salaire de Renault Corporation me permettait. J'avais voulu la justice, mais la justice venait apparemment avec un bilan de victimes que je n'avais pas calculé. Pendant ce temps, la destruction personnelle d'Antoine se déroulait en public avec une minutie grotesque. Claire, son ex-fiancée, a donné une interview exclusive à Capital, détaillant non seulement son infidélité, mais aussi sa manipulation émotionnelle systématique, sa cruauté désinvolte, son narcissisme profond. L'histoire est devenue virale, partagée avec une satisfaction féroce par tous ceux qui avaient déjà été rabaissés par un homme puissant. Son adhésion au country club a été révoquée après que 3 membres se sont plaints de prêts non remboursés. Ses comptes d'investissement, fortement endettés sur les actions de Lefebvre Industries, se sont évaporés. L'appartement terrasse a été saisi, la Mercedes reprise. Marc m'a envoyé des photos de sa surveillance, Antoine dans un bar miteux à 14 h un mardi, mal rasé, portant le même costume 3 jours de suite. Antoine quittant un autre entretien raté, son curriculum vitae désormais toxique pour toute entreprise qui cherchait son nom sur Google. Antoine assis seul dans un café, faisant défiler son téléphone avec l'expression vide de quelqu'un qui lit son propre avis de décès. Il a postulé auprès de 43 entreprises, a rapporté Marc. Pas un seul rappel. Il est intouchable. J'aurais dû me sentir victorieuse. Au lieu de cela, je me sentais vide. Ma mère a visité mon nouveau bureau un jeudi après-midi, admirant les fenêtres du sol au plafond, les œuvres d'art originales, la vue sur la ville qui semblait autrefois incroyablement hors de portée. Sa fierté était évidente mais compliquée par autre chose, une lassitude que je reconnaissais en me regardant dans mon propre miroir. « Tu as eu tout ce que tu voulais ?» a-t-elle dit avec précaution, assise en face de mon immense bureau. « Oui, ai-je convenu, bien que le mot ait un goût de cendre. Est-ce que ça en valait la peine ?» J'ai pensé à la retraite forcée de Pierre, aux concierges qui cherchaient maintenant du travail à 62 ans, aux jeunes analystes dont la carrière s'était terminée avant même d'avoir commencé. Puis j'ai pensé aux 17 femmes dont Antoine a volé le travail, aux 32 plaintes pour harcèlement qu'il a enterrées, aux 3 années d'humiliation systématique que j'avais endurées. Je ne sais pas, ai-je admis. Elle a tendu la main sur le bureau, prenant la mienne dans la sienne. La fille que j'ai élevée aurait su. Elle aurait dit, la justice en vaut toujours la peine. La fille que tu as élevée ne comprenait pas que la justice et la vengeance sont des choses différentes, que l'une construit et que l'autre ne fait que détruire. Et laquelle as-tu choisi ? J'ai regardé la ville, le bâtiment qui abritait autrefois Lefebvre Industries, portant maintenant une pancarte, à louer. Les deux. Aucune. Quelque chose entre les deux qui n'a pas de nom propre. Ce soir-là, seul dans mon bureau, alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller, j'ai consulté le rapport final sur la dissolution de Lefebvre Industries. 600 emplois perdus. 370 millions d'euros de valeur actionnariale détruite. L'héritage de 40 ans d'une entreprise réduit à une histoire édifiante sur le leadership toxique et les gens qui ont finalement dit « assez ». La fille qui avait pleuré dans sa voiture après avoir été humiliée à une fête était partie.
À sa place se tenait quelqu'un qui pouvait orchestrer la destruction avec des feuilles de calcul et des preuves, qui pouvait regarder la vie d'un homme s'effondrer et ressentir à la fois satisfaction et révulsion. J'avais tout gagné et perdu quelque chose d'innommable mais d'essentiel. Le coût de la vengeance, j'apprenais, n'était pas payé par la victime. Il était payé par tous ceux qui se trouvaient à proximité de l'explosion, y compris la personne qui avait allumé la mèche. Mon téléphone a sonné à 23 heures, 3 semaines après le dépôt des papiers de dissolution de Lefebvre Industries. Le numéro était privé, mais d'une manière ou d'une autre, je savais qui ce serait avant de répondre. Mademoiselle Moreau. La voix d'Albert Lefebvre portait une note inhabituelle, un mélange de satisfaction et de quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier. Je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête. J'ai posé mon verre de vin et je suis allé à mon bureau à domicile, sentant que cet appel exigerait toute mon attention. Monsieur Lefebvre. Je me demandais quand vous prendriez contact. Avez-vous apprécié la partie d'échecs? Voir toutes les pièces se déplacer exactement là où elles devaient être. Son ton était presque conversationnel, comme si nous discutions du temps plutôt que de la destruction de l'entreprise de sa famille. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Son rire était sec, comme du papier, comme des feuilles d'automne qui s'effritent. Bien sûr que si. Vous êtes trop intelligente pour avoir manqué les schémas. Dois-je les éclaircir quand même? Je suis restée silencieuse, attendant. Il y a 3 ans, un curriculum vitae a atterri sur mon bureau. Élise Moreau, diplômée de l'école polytechnique, première génération d'étudiante universitaire, fille d'une mère célibataire qui nettoyait des bureaux pour payer les études de son enfant. Des notes parfaites, un esprit brillant, et surtout, affamé. Pas seulement de succès, mais de reconnaissance, de la preuve que le mérite pouvait surmonter les circonstances. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Vous m'avez embauché spécifiquement. J'ai interviewé 437 candidats pour ce poste. Vous étiez surqualifié, sous-évalué et psychologiquement parfaite pour ce dont j'avais besoin. Quelqu'un qu'Antoine rejetterait comme décoratif. Quelqu'un d'assez brillant pour créer des innovations qu'il voudrait voler. Quelqu'un avec assez de colère refoulée contre l'injustice systémique pour finalement la canaliser en quelque chose d'utile. La pièce a semblé basculer. Chaque moment des 3 dernières années nécessitait soudainement une réévaluation. Vous avez planifié cela. Tout. Planifier est un mot trop rigide. J'ai créé des conditions. Vous avez dépassé mes attentes les plus folles dans votre exécution. Je pouvais l'entendre s'installer dans un fauteuil, se préparant à une conversation plus longue. L'humiliation de la fête, je n'aurais pas pu orchestrer cela, mais je connaissais la nature d'Antoine. Avec assez de temps, assez de proximité avec une excellence dont il ne pouvait pas s'attribuer le mérite, il finirait inévitablement par se révéler. Pourquoi? Le mot est sorti brut. C'était votre neveu, le fils de votre frère. Précisément pourquoi je ne pouvais pas agir directement. La politique familiale, l'héritage, le droit, la dynamique du conseil, tout m'empêchait de simplement le renvoyer. Mais une femme brillante qui l'avait lésé. Quelqu'un sans liens familiaux pour compliquer les choses? Vous pouviez faire ce que je ne pouvais jamais faire. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil de bureau, traitant les implications. Le projet spécial, l'accès aux archives. Vous me nourrissiez de preuves. Je fournissais des outils. Vous avez choisi comment les utiliser. Chaque document que vous avez trouvé, chaque schéma que vous avez identifié, c'était réel. Je me suis simplement assuré que vous aviez accès pour les voir. Et Louis Renaud? Faisait-il partie de cela? Louis a voulu détruire Antoine depuis leur adolescence. Quand j'ai suggéré qu'une certaine analyste brillante chez Lefebvre Industries pourrait être réceptive à une offre, il était impatient de participer. Bien que je soupçonne que ses sentiments envers vous soient devenus sincères. Vous l'avez impressionné d'une manière qui n'avait rien à voir avec mon orchestration. J'ai pensé à chaque nuit tardive, chaque idée volée, chaque moment d'humiliation que j'avais enduré en pensant que j'étais seul à voir l'injustice. Vous m'avez regardé souffrir pendant 3 ans. Vous avez utilisé ma douleur comme une arme. Je vous ai regardé transformer la douleur en pouvoir. Il y a une différence. Sa voix ne contenait aucune excuse. Dites-moi, auriez-vous préféré rester invisible pour toujours? Regardez votre génie être revendiqué par des esprits moindres jusqu'à ce que vous abandonniez finalement et acceptiez la médiocrité? La réponse aurait dû être facile, mais elle ne l'était pas, vous m'avez manipulé. Je vous ai sélectionné.
Ce que vous avez fait de cette sélection était entièrement votre choix. Vous auriez pu simplement partir, prendre un autre emploi, passer à autre chose. Au lieu de cela, vous avez construit un réseau, rassemblé des preuves, orchestré l'une des destructions d'entreprises les plus complètes que j'ai jamais vues. Ce n'était pas ma manipulation. C'était votre nature qui se révélait. Ma nature? Les mots avaient un goût amer. Vous voulez dire ma capacité de vengeance. Je veux dire votre refus d'accepter l'injustice, votre esprit stratégique, votre capacité à jouer un jeu à long terme pendant que tout le monde se concentre sur la gratification immédiate. Il a fait une pause. Des qualités qui font un excellent président-directeur général. Incidemment, Lefebvre Industries est morte. Mais Lefebvre Global renaîtra de ses cendres. Je la reconstruis, sélectionnant chaque pièce avec soin. L'entreprise que mon frère a construite, qu'Antoine a corrompue, redeviendra quelque chose de digne. Et j'ai besoin de quelqu'un pour la diriger. Vous voulez que je dirige l'entreprise où j'ai été humilié? Je veux que vous la transformiez en une entreprise où cette humiliation serait impossible. Où le mérite compte plus que le népotisme. Où le génie est reconnu quel que soit le corps qu'il habite. Sa voix est devenue sérieuse. J'ai 73 ans, mademoiselle Moreau. Il me reste peut-être 5 bonnes années. J'ai besoin d'un successeur qui comprend à la fois la création et la destruction, qui a prouvé qu'il peut faire ce qui doit être fait même si cela lui coûte des morceaux de son âme. Le poids de ces mots s'est abattu sur moi comme une couverture de plomb. Vous m'offrez votre empire. Je vous offre la chance de construire votre propre empire sur des fondations que je vous aiderai à poser. Mais comprenez bien, accepter signifie devenir ce contre quoi vous vous êtes battu. Cela signifie prendre des décisions qui blessent des gens bien pour le plus grand bien. Cela signifie parfois être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville. Dans le reflet, je me suis vu, tailleur de créateur, allure de dirigeante, des yeux devenus plus durs ces derniers mois. Je suis déjà ces choses. Oui, a-t-il simplement convenu. La question est de savoir si vous utiliserez cette transformation pour quelque chose de significatif ou si vous la laisserez vous empoisonner de culpabilité. Et si je refuse? Alors vous resterez chez Renault Corporation, couronné de succès mais limité. Louis est brillant, mais il est mu par de vieilles blessures. Vous seriez toujours une arme dans son arsenal contre des ennemis que vous ne partagez pas. Avec moi, vous seriez l'architecte de quelque chose d'entièrement nouveau. J'ai pensé à Pierre, au chômage à 60 ans. Au concierge, au personnel de la cafétéria, tous les dommages collatéraux de ma vengeance. Qu'en est-il des personnes qui ont perdu leur emploi? Le nouveau Lefebvre Global les réembauchera. Premier poste pourvu, avantages sociaux complets rétablis, compte de retraite reconstitué. J'ai déjà alloué des fonds pour cela. Vous avez pensé à tout. J'ai eu 3 ans pour planifier tout en vous regardant devenir exactement ce que j'espérais que vous deviendriez. Sa voix s'est légèrement adoucie. Vous êtes en colère d'avoir été utilisé. Vous devriez l'être. Mais réfléchissez, auriez-vous préféré rester impuissante et dans votre droit, ou devenir puissante et compliquée? La question est restée en suspens entre nous, à travers les kilomètres de connexion téléphonique. Dans mon reflet, j'ai vu la femme que j'étais devenue capable d'orchestrer la destruction, de regarder la vie d'un homme s'effondrer et de ressentir de la satisfaction mêlée de révulsion. Mais j'ai aussi vu quelqu'un qui pouvait construire, qui pouvait créer des structures qui empêcheraient de futur Antoine de s'élever par la corruption. J'ai besoin de temps pour considérer votre offre, ai-je dit finalement. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais sachez ceci, ce qui est arrivé à Antoine n'était pas une vengeance. C'était une correction. Le système était cassé, récompensant les mauvais comportements, écrasant les mauvaises personnes. Vous l'avez réparé, bien que violemment. La question maintenant est de savoir si vous aiderez à construire quelque chose de mieux, ou si vous laisserez ce travail à d'autres. Après qu'il eut raccroché, je suis resté assise dans mon bureau sombre, aux prises avec la révélation que toute ma carrière chez Lefebvre Industries avait été un test soigneusement orchestré. J'avais réussi, mais le prix était la transformation en quelqu'un que je n'étais pas sûr de vouloir être, quelqu'un qui pouvait calculer le coût humain par rapport au gain stratégique et continuer malgré tout. La fille qui avait trébuché à une fête il y a 3 ans était partie. La femme qui avait orchestré la destruction d'Antoine était là. Et maintenant, je devais décider si j'allais embrasser ce que j'étais devenu ou passer le reste de ma vie à le fuir.
Le poids de l'offre d'Albert Lefebvre a pesé sur mes pensées pendant 3 jours avant que Louis Renaud ne m'appelle dans son bureau d'angle. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur son bureau en acajou alors qu'il m'étudiait avec une expression que j'avais appris à reconnaître, l'évaluation calculatrice d'un joueur d'échecs considérant son prochain coup. « Albert Lefebvre vous a fait une offre », a-t-il dit sans préambule. Ce n'était pas une question. En effet, ai-je confirmé en m'installant dans le fauteuil en cuir en face de lui. Louis s'est penché en arrière, les doigts joints. Je pourrais l'égaler. Mieux, en fait. Un partenariat complet chez Renault Corporation. 40% des parts acquises sur 5 ans. Votre nom sur le bâtiment à côté du mien. Il a fait une pause, laissant l'ampleur de l'offre s'installer. Ensemble, nous pourrions acquérir ce qui reste de Lefebvre Industries pour une bouchée de pain, dépouiller les actifs de valeur et construire quelque chose de 2 fois plus puissant. L'offre était tout ce dont j'avais rêvé lorsque j'avais accepté sa proposition d'emploi, pouvoir, richesse, reconnaissance, toutes les choses qui m'avaient été refusées pendant mon temps sous la coupe d'Antoine. Mais en regardant Louis, j'ai vu quelque chose de familier dans ses yeux, le même calcul froid que j'avais aperçu dans mon propre reflet dernièrement, la même capacité à considérer les coûts humains comme des pertes acceptables dans une guerre stratégique. Vous voudriez le détruire complètement, ai-je dit. Saler la terre où se trouvait Lefebvre Industries, n'est-ce pas? Son sourire était acéré. Après ce qu'ils vous ont fait? J'ai pensé à l'agent de sécurité qui avait perdu sa retraite, aux employés de la cafétéria qui se démenaient pour trouver de nouveaux emplois, aux jeunes analystes dont la carrière avait été déraillée sans qu'ils n'y soient pour rien. Ce qu'ils m'ont fait est passé. Ce que j'ai fait en réponse a affecté des centaines de personnes innocentes. Les dommages collatéraux sont inévitables dans la guerre d'entreprise. Ces 5 mots ont cristallisé ma décision. Je me suis levé, lissant ma jupe avec des mains qui ne tremblaient plus en présence d'hommes puissants. Merci pour l'opportunité, Louis. Vous m'avez donné la plateforme pour retrouver ma dignité quand personne d'autre ne l'aurait fait. Mais j'ai besoin de construire quelque chose qui crée plutôt que de détruire. Son expression a changé, passant de la surprise à quelque chose qui aurait pu être du respect. Vous allez accepter l'offre d'Albert. Avec des conditions. Il vous utilise tout autant que moi je le ferai. Peut-être. Mais il m'offre la chance d'empêcher de futurs Antoine plutôt que de simplement punir les actuels. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Nous avons tous les deux appris à utiliser l'injustice comme une arme, Louis. La différence, c'est que je veux cesser d'avoir besoin d'armes. Il a hoché la tête lentement. Quand vous échouerez et l'idéalisme échoue toujours dans la réalité de l'entreprise, mon offre tiendra toujours. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Albert Lefebvre dans la salle de conférence d'un cabinet d'avocats neutre, entouré des vestiges du conseil d'administration de Lefebvre Industries. Marguerite Durand était assise à l'autre bout, son expression réservée. Vincent de la Finance avait été remplacé par un directeur financier par intérim dont je n'avais pas pris la peine d'apprendre le nom. 3 autres membres du conseil que je reconnaissais de cette horrible fête, des gens qui avaient ri de la cruauté d'Antoine et qui avaient maintenant besoin de ma coopération pour sauver leurs investissements. Avant de discuter des termes, ai-je dit en sortant un document plus épais que mon poignet, vous devez comprendre ce à quoi vous consentez. Les sourcils d'Albert se sont légèrement levés alors que j'exposais mes conditions, restructuration complète de la gouvernance d'entreprise avec des processus de promotion transparents qui ne pourraient pas être annulés par la préférence de la direction, programme de protection des lanceurs d'alerte avec une surveillance par des tiers, programme de mentorat obligatoire associant le personnel senior à des employés marginalisés, évaluation psychologique pour toute personne occupant des postes de pouvoir, et, plus crucial encore, une structure de conseil qui empêchait une seule personne d'accumuler l'autorité incontrôlée qu'Antoine avait exercée. C'est radical, a dit Marguerite en examinant les propositions. Aucune entreprise ne fonctionne avec ce niveau de transparence. Aucune entreprise prospère n'a eu besoin de se reconstruire à partir d'une faillite morale complète, ai-je rétorqué. Nous n'essayons pas de recréer ce qui existait. Nous construisons quelque chose qui n'aurait pas pu produire à Antoine Lefebvre. Les investisseurs vont rechigner, a averti le directeur financier par intérim. Ces politiques vont réduire les marges bénéficiaires. Les investisseurs ont de la chance de récupérer quoi que ce soit après la fraude qu'Antoine a commise sous votre surveillance. Ma voix portait le tranchant que j'avais développé pendant des mois de planification de vengeance. Ils peuvent accepter un leadership éthique ou regarder leur part restante devenir sans valeur. Albert était resté silencieux pendant l'échange, mais maintenant il a parlé. Qu'en est-il du personnel? Qui ramèneriez-vous?
C'était la partie qui comptait le plus pour moi. Tous ceux qui ont perdu leur emploi à cause de l'effondrement, à condition qu'ils n'aient pas été complices de la fraude. Pierre, l'agent de sécurité? Il devient chef de la sécurité du bâtiment avec une restauration complète de sa pension. Le personnel de la cafétéria, les équipes de maintenance, les jeunes analystes tous se verront offrir des postes avec des primes à la signature égale à leur salaire perdu. C'est des millions de dépenses inutiles, a protesté le directeur financier par intérim. C'est la justice, ai-je corrigé. Et cela envoie un message sur ce que Lefebvre Global valorise. La pièce est devenue silencieuse. Les membres du conseil ont échangé des regards, calculant si la coopération ou la résistance servirait mieux leurs intérêts. Finalement, Albert s'est levé. Je propose d'accepter toutes les conditions telles que présentées, a-t-il dit. Mademoiselle Moreau a prouvé qu'elle comprend à la fois le prix de la corruption et la valeur de l'intégrité. Lefebvre Global a besoin d'un leadership en qui les employés peuvent avoir confiance, en qui les investisseurs peuvent croire et que les concurrents doivent respecter. Elle est la seule personne dans cette pièce qui peut offrir cela. Le vote a été unanime, bien que, compte tenu de leur manque d'alternative, il aurait difficilement pu en être autrement. Au cours des mois suivants, construire s'est avéré infiniment plus difficile que détruire. Chaque politique nécessitait une négociation, chaque embauche exigeait un examen minutieux, chaque décision équilibrait l'idéalisme et le pragmatisme. Les anciens employés ont été approchés avec un mélange d'espoir et de suspicion. Certains, comme Pierre, sont revenus immédiatement, reconnaissants de cette seconde chance. D'autres ont eu besoin d'être convaincus que Lefebvre Global serait différent de son prédécesseur. Juliette a accepté le poste de directrice des ressources humaines après que je lui ai promis qu'elle n'aurait plus jamais à enterrer une plainte. Marc a pris le rôle de directeur de la surveillance financière avec la compréhension que sa loyauté était envers l'exactitude, pas l'autorité. Même Daniel de la comptabilité est revenu, son attention paranoïaque aux détails étant désormais canalisée dans la création de systèmes d'audit inviolables. Les surprises sont venues de quartiers inattendus. Thomas, qui avait volé mes modèles d'évaluation des risques, s'est approché avec une humilité sincère. Je savais que ce que je faisais était mal, a-t-il admis lors de son entretien. Mais j'étais trop faible pour refuser quand Antoine m'a offert le crédit. Je veux gagner l'expertise que je prétendais avoir. Je l'ai embauché comme analyste junior, sous la responsabilité de quelqu'un qui l'avait auparavant surpassé en grade. Il a accepté sans se plaindre. Sophie du marketing, qui m'avait dit de sourire davantage, est devenue l'une de nos plus ferventes partisanes de la réforme. J'ai appliqué une culture toxique parce que je pensais que c'était le seul moyen de survivre, a-t-elle expliqué. Donnez-moi la chance de commercialiser quelque chose en quoi il vaut la peine de croire. Tout le monde ne méritait pas la rédemption. Benoît, dont le mur de réalisation volé s'était moqué de mes contributions, a été banni en permanence du bâtiment. D'autres qui avaient activement participé au harcèlement ont vu leur candidature rejetée sans explication. La pitié avait des limites. 6 mois s'étaient écoulés depuis la mise en place des nouvelles politiques chez Lefebvre Global, et la transformation commençait à montrer des résultats mesurables. La rétention des employés avait augmenté de 40%. 3 grands clients qui avaient fui pendant l'effondrement étaient revenus. Et ce soir, nous allions officiellement relancer l'entreprise lors d'un gala qui semblait lourd de symbolisme. La salle de bal de l'hôtel Georges V avait été transformée avec une élégance subtile. Le même espace où mon humiliation publique avait eu lieu il y a 2 ans, maintenant décoré aux nouvelles couleurs de Lefebvre Global bleu profond et argent, représentant à la fois la profondeur et la clarté. Je me tenais à l'entrée dans une robe noire qui ne s'excusait ni de son ambition ni de son succès, regardant la salle se remplir d'employés, d'investisseurs, de clients et de journalistes venus assister à ce que tout le monde appelait en privé, la résurrection. Pierre accueillait les invités à la porte dans son nouveau rôle de chef de la sécurité, sa dignité restaurée avec sa pension. Le personnel de restauration, dont beaucoup avaient été réembauchés de l'ancienne entreprise, se déplaçait dans la foule avec une fierté professionnelle. Juliette circulait parmi les représentants des ressources humaines d'autres entreprises, faisant connaître nos protections révolutionnaires pour les lanceurs d'alerte. Marc discutait de pratiques financières transparentes avec des investisseurs potentiels qui semblaient sincèrement intrigués plutôt que sceptiques. À 20 heures précises, je me suis approché du podium le même où Antoine avait autrefois tenu sa cour, où il avait présenté mes stratégies comme ses innovations sous des applaudissements tonitruants. La salle s'est tue alors que j'ajustais le microphone, le poids du moment s'installant sur toutes les personnes présentes. Il y a 2 ans, beaucoup d'entre nous ont appris une vérité difficile, ai-je commencé,
ma voix stable et claire. Que le génie sans pouvoir est souvent invisible, tandis que le pouvoir sans génie est finalement insoutenable. Ce soir, nous ne sommes pas ici pour célébrer la mort de ce qui fut, mais la naissance de ce qui aurait toujours dû être, une entreprise où la compétence et l'autorité existent en équilibre, où le mérite compte plus que les relations, où la création de valeur ne nécessite pas de détruire les gens. Je n'ai pas mentionné Antoine par son nom. Je n'en avais pas besoin. Tout le monde connaissait l'histoire, la femme humiliée à une fête d'entreprise qui avait orchestré la chute d'un président-directeur général corrompu. Mais je refuse de laisser ce récit nous définir, ai-je poursuivi. Lefebvre Global n'est pas bâti sur la vengeance. Il est bâti sur l'idée radicale que traiter les employés avec dignité, reconnaître le talent où qu'il se trouve, et maintenir des opérations transparentes n'est pas seulement éthiquement correct, c'est rentable. Nos rapports trimestriels prouvent ce qui aurait dû être évident, les gens travaillent plus dur pour les entreprises qui les respectent, les clients font confiance aux organisations qui opèrent avec intégrité, et les investisseurs croient en un leadership qui n'a pas besoin de tromperie pour réussir. Les applaudissements étaient chaleureux, sincères d'une manière que les applaudissements d'entreprise atteignent rarement. Mais 20 minutes après le début de mon discours, mon téléphone a vibré avec un message urgent de la sécurité. J'ai terminé mes remarques, j'ai remis le programme à Marguerite Durand et je suis sorti dans le couloir. Il est dans le hall, m'a informé le superviseur de la sécurité par téléphone. Ivre. Il demande à vous parler. Je suis allé au bureau de la sécurité, où des moniteurs montraient l'entrée du bâtiment. Il était là, Antoine Lefebvre, débraillé dans un costume froissé qui avait connu de meilleurs jours, se balançant légèrement en se disputant avec les gardes. Son visage était émacié, son ancienne confiance remplacée par l'énergie désespérée de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. À travers le moniteur, je l'ai regardé remarquer le nouveau logo de l'entreprise, son nom de famille maintenant associé à Global, au lieu de Industrie. Mon nom était inscrit comme PDG sur le répertoire du bâtiment où le sien avait été autrefois. Il est resté là un long moment, absorbant l'effacement complet de son héritage. Puis il a regardé directement la caméra de sécurité, sachant que je regarderais. Ses lèvres ont bougé assez clairement pour que je puisse lire « Tu as gagné ». Les gardes ont commencé à l'escorter dehors, mais je me suis surprise à penser qu'il avait tort. Ce n'était pas une victoire. Gagner impliquait un jeu avec des règles claires et des points finaux. Ce que j'avais fait, c'était survivre, me transformer et construire quelque chose à partir des décombres de ce qu'il avait corrompu. C'était à la fois moins qu'une victoire et plus qu'une vengeance. Ne portez pas plainte, ai-je dit à la sécurité. Assurez-vous simplement qu'il rentre chez lui en toute sécurité. Parce que je comprenais quelque chose maintenant que je n'avais pas compris il y a 2 ans. Antoine vivait déjà dans la prison qu'il s'était lui-même construite. Chaque jour, il se réveillait face aux conséquences de ses choix, tandis que je me réveillais face aux possibilités des miens. En retournant à mon bureau après le gala, je me suis tenu devant la photographie que je gardais sur mon étagère, ce moment à la fête où Antoine m'avait réduite à mon apparence physique pendant que la salle riait. Les jeunes employés posaient souvent des questions à ce sujet, se demandant pourquoi je gardais un rappel aussi douloureux visible. C'est l'histoire de mes origines, leur disais-je, bien que la vérité soit plus complexe. La photographie servait de méditation sur la transformation, comment l'humiliation pouvait devenir un carburant, comment l'impuissance pouvait forger la détermination, comment le pire moment de votre vie professionnelle pouvait devenir le catalyseur de tout ce qui a suivi. Un coup à ma porte a interrompu ma réflexion. Clara, l'une de nos nouvelles analystes juniors, est entrée avec hésitation. Elle était brillante, une étudiante universitaire de première génération comme je l'avais été, portant cette même fin de reconnaissance qui m'avait conduite à Lefebvre Industries à l'origine. Mademoiselle Moreau, je voulais vous remercier pour le programme de mentorat. Avoir quelqu'un qui voit réellement mon travail, qui reconnaît mes contributions. Cela signifie tout. J'ai étudié son visage avide et je me suis vu d'une autre vie. Ne laisse jamais personne te rendre invisible, Clara. Et s'ils essaient, souviens-toi que l'invisibilité peut être un avantage stratégique si tu sais comment l'utiliser. Elle est partie avec l'expression confuse de quelqu'un qui avait reçu un conseil qu'elle ne comprendrait pas avant d'en avoir besoin. J'espérais qu'elle n'en aurait jamais besoin. Le rapport trimestriel final reposait sur mon bureau, attendant l'examen du conseil de demain. Les chiffres racontaient une histoire de succès, revenus en hausse de 18%, satisfaction des employés à un niveau record de 87%, confiance des investisseurs entièrement restaurée. Mais les chiffres ne pouvaient pas capturer la transformation complète.
Il ne pouvait pas montrer Pierre formant le nouveau personnel de sécurité avec une fierté renouvelée. Il ne pouvait pas démontrer le soulagement de Juliette de ne plus jamais avoir à enterrer une autre plainte pour harcèlement. Il ne pouvait pas mesurer les jeunes femmes qui soumettaient maintenant des propositions audacieuses sans crainte de se les faire voler. Il ne pouvait pas quantifier le changement culturel d'une conformité basée sur la peur à une innovation basée sur la confiance. J'ai pensé à la prédiction de Louis Renault selon laquelle l'idéalisme échouerait dans la réalité de l'entreprise. Il avait partiellement raison. L'idéalisme pur avait cédé la place à un idéalisme pragmatique, celui qui comprenait qu'on ne pouvait pas sauver tout le monde, mais qui refusait de cesser d'essayer de sauver quiconque. Albert Lefebvre, maintenant président émérite du Conseil, avait envoyé une note plus tôt. Vous avez dépassé même mes plus hautes attentes. L'entreprise que mon frère a construite est devenue ce qu'il a toujours prétendu qu'elle était, mais n'a jamais atteint, une véritable méritocratie. Les lumières de la ville scintillaient au-delà de ma fenêtre alors que minuit approchait. Quelque part là-dehors, Antoine était probablement encore en train de boire, de rager encore contre la femme qui l'avait détruit. Mais je ne pensais plus à lui. Je pensais aux initiatives de demain, à l'expansion du prochain trimestre, au plan quinquennal qui ferait de Lefebvre Global un leader de l'industrie tant en termes de bénéfices que de principes. Car en fin de compte, la plus grande vengeance n'était pas sa destruction. C'était ma reconstruction non seulement d'une entreprise, mais de moi-même. La femme qui avait trébuché à cette fête était partie, mais ce qui avait émergé de ses cendres était quelque chose de plus puissant qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Quelqu'un qui comprenait que la vraie force ne venait pas d'écraser les autres mais de les élever, non pas de cacher le génie mais de l'illuminer où qu'il existe. La transformation était complète, mais le travail ne faisait que commencer. Si cette histoire de vengeance stratégique vous a captivé jusqu'à la toute fin, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Élise est entrée dans cette salle du conseil en représentant Renault Corporation, regardant le visage d'Antoine passer par l'incrédulité alors qu'il réalisait que sa plus grande victime était devenue son plus grand actionnaire. Quel a été votre moment le plus satisfaisant? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes de transformation et de triomphe. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.